Alors encore beaucoup de monde autour de la table pour ce nouvel épisode de la balado de Festival. Godefroy Lorando, Hélène Faragy, Jasmine Legendre, bonjour. Bonjour. Chroniqueuse régulière. Nos invités cette semaine, la documentariste Hélène Choquette qui vient nous parler de son film Le Page au soleil. Bonjour Hélène. Salut. Ça va bien? Oui. Merci d'être là. Et Marie-Ève Tremblay, animatrice de Cordes sensibles à Radio-Canada. Bonjour. Hey, salut Fred. Merci d'être là. On échange de bons procédés. Je t'allais souvent. Oui, je Cordes sais. sensibles, ouais. Je te fais ça. Oui, et plus tard, nous recevrons Marie-Hélène Frenette-Assad de Transistor Média qui va venir nous présenter une balado, mais sa nouvelle balado. En fait, ce sera un petit peu plus tard. Alors voilà, on est prêt pour débuter ce 11e épisode de la balado de Fred Savard. Ah, j'espère que vous avez passé une belle semaine, tout le monde. Et là là, oui. Alors moi, j'en passe des gens très allumés cette semaine. Je passe une semaine correcte, je dois l'avouer, mais je suis un petit peu tanné de ce printemps qui n'arrive jamais vraiment. Je suis allé voir mercredi soir le nouveau spectacle de Guillaume Wagner. Troisième spectacle au Théâtre Outremont. Guillaume, Théâtre Outremont, j'ai pensé à vous, Godefroy, parce que c'est votre quartier d'enfance. Ben oui, mon alma mater. Votre alma mater, oui, vous êtes un petit bourgeois. J'ai laissé mon âme à Outremont. Oui, d'ailleurs, je l'ai vu passer. Elle était au coin de... Sûrement au coin de Bloomfield. Oui, au coin de Bloomfield et Bernard. Exactement là. Ouais. Guillaume Wagner qui sera avec nous le 23 mai dans 2 semaines, qui anime lui-même également. On va parler de son spectacle évidemment, et on va parler de sa balado, son podcast Wagner qui porte son nom. Alors je pense qu'entre baladistes, on doit se supporter. Le monde de la balado est un petit monde. Sinon, grosse nouvelle cette semaine, éventuellement, je pense que c'est une des nouvelles. François Legault aimerait croire en Dieu. Oui. On l'a appris cette semaine, ouais. J'espère que vous avez sûrement vu ça passer. C'est quand même mignon. François qui, dans le fond, a dit il aimerait croire en Dieu, sinon la vie est trop injuste. C'est ce qu'il a dit. Et moi, ça m'a rappelé, moi je fais mon âge un peu, j'ai 47 ans, ça m'a rappelé Calimero, qui disait toujours que la vie c'est trop injuste. Alors François Legault est un peu le Calimero de la politique québécoise. Les opposants de la loi 21, visiblement, trouvent que la vie est injuste. On les a entendus cette semaine défiler en commission parlementaire. Là, on va pas trop parler de la loi 21 aujourd'hui parce qu'on va en reparler de façon plus approfondie la semaine prochaine avec Inès Talby, une nouvelle chroniqueuse. Cette balado est encore en laboratoire. Alors, Inès Talby m'a écrit, elle m'a dit « Moi, j'aimerais ça faire partie de ton projet. » Alors, je lui ai donné la mission d'écouter la commission parlementaire, tous les arguments et de nous en faire un régurgie. Pas fin, ça. C'est fun, ça. De nous en faire un régurgie la semaine prochaine. Elle a dit oui. Alors, et ça nous permet aussi d'attendre quelques jours. On n'est pas aux gens de Montréal ici. Nous, on attend avant de se prononcer sur les sujets chauds d'actualité. Cela dit, pour vous préparer, je vous suggère quand même d'aller lire la chronique de Michel David qui est parue mercredi matin, intitulée « Produits du terroir dans le Devoir ». C'est quelque chose. Le Devoir, on le rappelle, Godefroy, qui est le journal que votre grand-père, André Laurando, dirigeait jadis. Oui, j'aime ça dire ça. Il était temps qu'on en parle un petit peu. Ben, on n'en parle pas souvent, mais vous êtes le petit-fils d'André Laurando. Donc, j'aime à dire que vous êtes génétiquement programmé pour pouvoir commenter l'actualité. Alors, c'est pas pour rien que vous êtes autour de la table. Et pour l'anxiété aussi. Oui, il était très anxieux. Effectivement, oui. D'ailleurs, les cyniques l'imitaient. Et il toussait tout le temps. Et tout ça sans arrêt. Tout d'anxieux. Comme mon père, je vous imiterai ça un jour. Oui, quand vous serez plus connu. Vous avez passé une belle semaine, Godefroy. Oui, de ces belles semaines, oui, quand même. Oui, ben en fait, il se passe des choses de plus en plus intéressantes reliées à cette belle balado. Fred. Oui. Je commence à recevoir des courriels de gens que je ne connais pas qui viennent ajouter à mes présentations. Et là, je me suis dit, il faut que j'en parle officiellement. J'aime ça. J'aime ça avoir des nouvelles. On peut vous écrire. Et oui, et mon nom sur Facebook, c'est Gods, G-O-D-Z, Laurando, simplement parce qu'à une époque, je disais tellement de niaiseries que je voulais pas mettre mon vrai nom. Je comprends. Tout simplement. Ben oui. Et là, je change tranquillement mon nom. J'ai changé mon nom de famille. Là, je vais finalement arriver un jour à Godefroy Lorando. Mais si vous voulez me trouver, Gods Lorando. Et puis, j'ai reçu des trucs vraiment intéressants. Et puis, je vais m'en servir rapidement. Il y a toujours Fardoche, mon informateur de l'agricole. Oui. Ces temps-ci, il est tranquille. Ah ouais, Oui, mais j'en ai d'autres. Là. J'ai le royaume du recyclage qui m'écrit maintenant. Ah! Je vous tiendrai au courant de tout ça, mais très heureux d'avoir des inputs de l'extérieur. Ça fait bien plaisir. Là, vous allez nous parler de quoi tout à l'heure? Je vais vous parler d'un sujet léger, là, les hydrocarbures. Ah, bon, ça tombe bien parce que vous savez, on parlait de la loi 21, qui est quand même une grosse nouvelle pour nous au Québec, mais c'est pas la plus grosse nouvelle de la semaine. C'est bien sûr ce rapport du groupe d'experts de l'ONU sur la biodiversité qui affirme que 75% de l'environnement terrestre et 66% de l'environnement marin sont gravement altérés par l'activité humaine, déforestation, agriculture intensive, surpêche, urbanisation effrénée, un cocktail qui précipitera l'extinction de plus d'1 million d'espèces animales et végétales de la surface de la Terre dans les prochaines décennies. Alors, je sais que ça a l'air un peu paniquant,
Il y a des gens qui, il y a des gens qui applaudissent dans le fond. C'est pour ça qu'on se garoche tous sur le Beyond Meat. Oui! En ce moment. C'est dangereux pour l'éco-anxiété, ça. Oui, d'ailleurs, j'en ai acheté du Beyond Meat. Ce sera mon souper ce soir. Ah ouais? Une des dernières fois. C'est quand même 8 $ pour 2 galettes. Je vais l'essayer, mais je vais trouver la recette. En fait, je vais décortiquer les ingrédients pour faire moi-même ces boulettes. Mais en même temps, bon, 1 million d'espèces, ça paraît beaucoup, mais il faut pas oublier qu'il y en a 8 millions quand même. Il en reste 7 millions. Fait qu'il faut pas... Il faut relativiser. D'ailleurs, c'est ce que disent nos politiciens derrière les portes closes. Hein. De toute façon, je pense que malgré la fin de l'humanité qui est visiblement programmée, les gens veulent savoir surtout 2 choses. Est-ce que leurs habitudes seront bousculées et est-ce qu'il y aura du stationnement? C'est les 2 pas mal... Et est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu existe? Et si oui, est-ce qu'il y a du stationnement? Je pense que c'est pas mal ce que les gens se disent. Cela dit, il y a quand même un faible espoir, puisque malgré l'hécatombe des espèces annoncées par ce rapport, il y a un autre rapport de l'ONU qui est sorti, qui a fait moins de bruit, mais qui démontre que des espèces pourraient quand même survivre à l'Armageddon environnemental annoncé. En fait, il y en aurait 3 qui pourraient survivre. On parle des coquerelles, des scorpions et de Joël le Bigot. Ce seraient les 3 espèces qui seraient encore là après un Armageddon. Samedi matin, hein, 6 à 11 heures. Jasmine Legendre, vous avez passé une belle semaine? Oui, mais moi, je me suis perdue sous les commentaires de la commission sur le projet de loi 21. Ah oui, hein? Parce que c'est un petit peu mon plaisir coupable, justement, d'aller voir les commentaires. Ce que les gens disent. Et de voir à quel point on est raciste au Québec et que c'est ceux qui s'expriment, en fait, Oui. en majorité. Donc, je me suis un peu perdue cette semaine entre 2-3 articles à lire. Ça paraît que vous êtes jeune, vous avez le cœur solide. Moi, je peux plus faire ça. Non, c'est ça. Un jour, je vais arrêter. Ben oui. Pour l'instant, c'est encore un petit plaisir coupable. Et vous allez nous parler de quoi tout à l'heure? Tantôt, je vais vous parler de l'instantanéité de l'information, mais aussi juste de l'instantanéité en général du 21e siècle. On va réfléchir avec vous, Jasmine. Merci. J'ai pensé à vous, vous savez, Hélène Faradji, cette semaine, quand on a appris que Disney allait produire 3 nouveaux Star Wars qui seront sur nos écrans à partir de 2022. On est content, hein? Oui, il y a des gens qui... Merci. Est-ce que vous êtes un fan de la franchise, Hélène? Pas des nouveaux. Pas des nouveaux, Non, bon. je reste attachée aux anciens. Dire que ça a pris 38 ans pour produire les 6 premiers épisodes. Et je pense qu'avec Disney, on s'enligne pour 38 épisodes dans les 6 prochaines années. En même temps, je comprends les gens chez Disney de presser le citron. Ils ont compris que les fans de Star Wars sont possiblement les cinéphiles les moins exigeants de la galaxie. Tant que l'étoile de la mort est détruite par un missile à la fin dans le... Tout le monde est content. Dans le canal d'aération, ils sont contents. Et de toute façon, les critiques sont déjà bonnes, je pense. J'en ai lu une. Il n'est pas sorti, mais les critiques sont bonnes. Les fans sont très, très contents. Ils vont en pyjama le soir, ils se déguisent. Quel spectacle! Cela dit, les critiques sont moins bonnes pour Téléfilm Canada, Hélène. Oui, effectivement, ça va pas très, très fort. Téléfilm a dépensé de l'argent en avance. Et donc, le fonds disponible pour financer les films cette année est amputé de plusieurs centaines de milliers, voire de millions de dollars. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qu'on essaye de savoir. Personne ne le sait. La seule réaction à laquelle on a pu assister, c'est celle de Téléfilm, qui a licencié 3 de ses directeurs. Et là, moi, j'ai pas tout lu le dossier parce que je savais que vous alliez nous en parler de façon extraordinaire, mais c'était des gens quand même très appréciés par le milieu. Donc le milieu a écrit une lettre ouverte pour dire ramenez-nous nos directeurs qu'on aimait tant. Pourquoi vous les avez virés juste avant le Festival de Cannes où ces gens-là sont censés aller représenter le milieu du cinéma québécois et canadien. Et pour l'instant, on en est toujours un peu là et les ministres ont l'air de se bouger un petit peu pour que les fonds de Téléfilm Canada soient à nouveau renfloués pour qu'on puisse avoir du bon cinéma canadien en 2019-2020. Mais d'avoir trop dépensé, c'est quand même, je veux dire, c'est des organismes publics qui ont normalement des gens qui surveillent. C'est une pratique qui se fait. L'aspect comptable, en fait, c'est quand même. En principe, c'est censé être un budget par année, on dépense tant et on passe à l'année suivante. Mais la pratique, depuis plusieurs années, est qu'on avance des fonds sur les budgets des années suivantes. Okay. Donc c'est un truc qui s'est installé au fil des années et cette année, ça vient de craquer parce que c'était trop. Et en ligne de mire, on a des films qui ont été financés en 2018, qui sortent cette année, dont le film d'un certain Xavier Dolan. Ah oui. Voilà. Qui va être à Cannes. Qui va être à Cannes, donc il est mieux de revenir avec une palme d'or, parce que sinon, là, on va être fâchés. Il s'est un petit peu foiré avec son dernier film. On sait pas, on l'a pas vu. Avec tout le talent de Xavier, j'imagine qu'il va nous faire un bon film. Et sinon... j'ai pas compris votre sujet de chronique. Vous l'avez mis dans le dossier. Ouais? Et pourtant, c'est si simple. Allez-y. J'ai envie de vous parler de consommation de culture. Parce que vous vous souvenez, la dernière fois qu'on s'est vus, je vous ai parlé de cette nouvelle tendance en culture qui était celle qui nous amenait à lire les œuvres de façon de plus en plus morale, éthique. Ah oui. On parlait plus des contextes dans lesquels les œuvres étaient produites que des œuvres elles-mêmes. Mais là, j'ai eu envie ça doit vous intéresser, ça, Hélène? Oui. C'est le concept, le contexte. Ça m'interpelle. On va en parler tantôt.
Mais là, j'ai eu envie qu'on continue cette réflexion-là en quittant un peu le théorique pour se mettre les mains dans le cambouis, aller dans le concret. Et comment est-ce qu'on peut faire pour consommer, même si le mot est très très vilain quand on parle de culture, mais comment est-ce qu'on peut faire pour consommer éthiquement nos œuvres, pas seulement les comprendre, mais vraiment s'y frotter. En fait, c'est un article qui est paru dans Pitchfork, ce magazine qui est consacré aux étoiles qu'on donne aux différentes sorties de disques. Article qui m'a mis la puce à l'oreille. Il est signé Damon Krukowski. Est-ce que vous savez qui c'est? Un Polonais, sûrement? Non, même pas. C'est un auteur, podcasteur et musicien qui fait partie notamment de Galaxy 500 Damon and Naomi. Ben, vous savez, Galaxy 500, c'est un vieux groupe, et le groupe Galaxy d'Olivier Langevin s'appelait à l'origine Galaxy 500. Ils ont dû enlever le 500 à cause parce de ce que monsieur. M. Krukowski a dit on existe, nous. Mais c'est un groupe qui fonctionnait beaucoup, je pense, dans les années 80, Exactement. les 90. Et là, donc, il s'est réinventé comme auteur, qui est vraiment pas sot, le monsieur. Il a écrit un article assez intéressant qui s'appelle « Comment être un fan responsable au temps du streaming ». Et c'est vrai que c'est une question qui est particulièrement d'actualité ces temps-ci parce que le net est devenu un de nos principaux fournisseurs de culture. C'est là qu'on regarde des films, c'est là qu'on écoute de la musique, c'est là qu'on regarde nos séries, etc. On écoute des balados. Voilà, tout à fait. Sauf que personne n'a réellement encore compris comment faire pour que les revenus soient redistribués équitablement et qu'ils ne restent pas seulement aux mains des géants. Parce que ce qui est en cause dans cet article, c'est évidemment Spotify, c'est Netflix, c'est Amazon, c'est iTunes, auquel on va pouvoir bientôt ajouter le nouveau service de Disney, sur lequel on va retrouver tous les Star Wars. Très excité. Et qu'on a hâte. Je pensais qu'il restait plus de Jedi, puis je suis content qu'il en reste 2500. Il en reste au moins jusqu'à votre retraite, j'imagine, si vous la prenez un jour. J'ai pas de moyens. Non, c'est ça. Donc, toutes ces compagnies-là, qui toutes se valent à peu près, grosso modo, et elles présentent toutes le même problème, c'est qu'en quelques années, depuis qu'elles existent et qu'elles dominent l'industrie de la culture sur le net, elles sont devenues des vecteurs d'accélération de la culture de masse. Vous vous souvenez, au début d'Internet, je vous ramène il y a longtemps, on était jeunes, on était naïfs, et on pensait qu'Internet, c'était ce grand champ des possibles où on allait pouvoir tout découvrir, où on allait pouvoir dépasser les frontières des DVD zone 1 et zone 2, ou des CD qui n'étaient jamais édités ailleurs que dans leur pays. Et aussi, c'est l'esprit aussi de contourner les grands médias et d'avoir des communautés underground qui allaient se refiler des films on y qui sont pas grand public. On y croyait, on était fous, puis ça a été un gros fail, comme disent les jeunes, parce qu'en vrai, l'Internet culturel, c'est très, très vite vu, dominé par des compagnies géantes qui sont principalement orientées vers le profit. Et on se rend compte aujourd'hui que ce soit sur Spotify ou sur Netflix, ce qui fonctionne, c'est une tautologie assez extraordinaire, mais ce qui fonctionne, c'est ce qui fonctionne. Pour le dire autrement, ces machines-là, elles servent surtout à rendre encore plus populaire ce qui est déjà populaire. Je vous donne des statistiques qui sont citées par Krukowski sur Spotify, qui concernent quand même 140 millions d'utilisateurs, dont 70 sont payants. 99% de ce qui est streamé appartient aux 10% des tunes les plus streamées. C'est quand même assez terrible. On écoute majoritairement ce qui est en tête de liste. Et ce qui reste, 1% de la consommation culturelle qui est dédiée à la découverte, au face B, à tout ce qui n'est pas Beyoncé, Shawn Mendes ou Taylor Swift. C'est un petit peu triste. Netflix, c'est un peu le même topo. On s'est rendu compte récemment qu'aux États-Unis, où le service n'arrête pas de gagner des abonnés, chaque jour, il y a des nouveaux millions, peut-être pas millions, mais centaines de mille qui s'ajoutent en abonnés. En ce moment, sur Netflix, on ne retrouve que 25 films réalisés avant 1950. C'est quand même pas génial pour la culture cinéphile. Et on peut même déjà parier que quand il va être rendu disponible en ligne, le fameux Avengers Endgames, fera probablement aussi bien, si ce n'est mieux, qu'en salle, où en ce moment, c'est un chiffre qui me paraît inconcevable. Il a dépassé les 1,5 milliard de dollars de bénéfices. C'est complètement aberrant et c'est garanti que quand ce film-là va arriver en ligne, il va probablement dépasser ces scores-là aussi. Alors, on pourrait résumer grossièrement le tout en se disant que ces services de visionnement, d'écoute en ligne,
ne sont pas le fameux jardin d'Éden et de diversité dont on rêvait, qui nous faisait fantasmer, mais ont surtout tendance à nous rendre plus suiveux qu'on l'est déjà, ce qui est quand même assez triste. On regarde et on écoute ce que les autres écoutent et regardent, et on oublie cette merveilleuse pensée que j'adore de l'écrivain français Gustave Thibon, qui disait « Être dans le vent, c'est une ambition de feuille morte ». Oh, c'est beau, hein? C'est magnifique. C'est magnifique. Donc, plateforme qui uniformise le goût de tout le monde et clairement pas vers Tolstoï, et qui font ressortir, qui valorisent sur le principe du cercle vicieux, ce qui est déjà populaire. Mais en plus, le problème, c'est Spotify, plus que Netflix, qui est quand même un petit peu plus intelligent dans sa façon de redistribuer les richesses. Ouais. Spotify a tendance à couper l'herbe sous le pied des artistes en leur donnant des queues de cerises et en transformant l'industrie de la musique en un champ où on récolte moins que des peanuts. Essayer de vivre... Exactement. Ouais. Essayer de vivre avec les revenus qu'on peut tirer sur Spotify quand on est musicien, c'est toute une gageure. Alors, on peut trouver ça cool, on peut être à l'aise avec l'idée d'un univers culturel qui est dominé par les dominants. Pourquoi pas? Mais on peut aussi être un petit peu fatigué de tout ça, comme Krukowski, qui a écrit cet article et qui en appelle, je trouve, de façon assez intelligente à la responsabilisation des consommateurs de culture. Ouais. Parce que la solution, elle ne viendra pas des géants, elle viendra de nous. Les solutions qu'il donne, elles sont par exemple de essayer, dans la mesure du possible, d'acheter des billets de concert qui ne sont pas dans des immenses shows, des gros festivals, des gros amphithéâtres. Peut-être. Alors vous nous conseillez de ne pas aller voir Céline Dion, mettons. Là. Si vous pouvez la voir dans votre salle de quartier. Il faudrait que je me fasse violence pour ne pas aller voir Céline Dion, mais si je peux être éthique, je ne vais pas y aller. Ou vous pouvez y aller dans une petite salle près de chez vous. Ah bon. Par exemple. Hein? Céline Dion au Quai des Brumes. Ce serait génial. Je dirais que le mot-clé, c'est brume ici. C'est ça. Donc, de plus en plus. Des ambiances plus intimes qui sont véritablement propices à l'échange. On peut aussi essayer d'opposer une résistance aux services en ligne en partageant la musique entre nous. Krukowski, il va même jusqu'à dire revenons à une certaine idée de la gratuité. Pourquoi pas? Pas parce qu'on est des hippies qui pensons que rien ne vaut rien, mais parce que ça crée une résistance à ces services-là. Ça leur fait concurrence. Et il cite tous les nouveaux modèles participatifs qui n'arrêtent pas d'émerger. Bon, il cite Bandcamp comme un outil assez éthique où on peut acheter des albums directement aux artistes sur Bandcamp. Et les revenus qui leur reviennent sont quand même assez conséquents. Il parle aussi, par exemple, de cette nouvelle industrie, entre guillemets, du podcast, dans laquelle on essaye ou on arrive même à imposer un modèle qui s'affranchit des grosses compagnies. Tout à fait. C'est dans l'esprit de la balado présentement? Oui, tout est dans tout. Non, mais c'est vrai. Mais oui. Moi, j'y crois à ce concept-là de créer un sentiment de communauté. Exactement. Et qu'après ça, les gens donnent 200, 300, 400 $ par année pour une balado qu'ils aiment. Alors voilà. Bref, on peut faire tout ça. On peut agir et penser un peu comme quand on veut être à la mode et qu'on veut acheter bio à l'épicerie. Local et à petite échelle. C'est ce qui peut marcher. Alors, c'est effectivement possible. En musique, on l'a dit, il y a Bandcamp. En cinéma, on peut se reposer sur Criterion Channel, qui est ce nouveau service disponible en ligne, qui est l'exact inverse de Netflix. Là, il doit y avoir que des films réalisés avant 1950. J'exagère, mais c'est à peu près ça. C'est vraiment la crème de la crème du cinéma d'auteur mondial, à des prix très raisonnables. Il va bientôt y avoir, à partir de septembre, au Québec, Tank, qui est une plateforme qui va être entièrement consacrée au cinéma documentaire d'auteur, ce dont je vous reparlerai quand ce sera lancé, mais qui vaudra certainement la peine. Donc, il y a des solutions pour être plus responsable culturellement. Mais, parce qu'il y a toujours un mais dans les bonnes histoires, au Québec, c'est difficile. C'est difficile pas parce qu'on est mangé tout cru par les méchantes corporations, quoique. Ce qui est difficile, c'est qu'on a un problème bien plus vaste, celui de l'accessibilité des œuvres. Et ça, c'est un vrai problème. Des œuvres québécoises. Des œuvres québécoises. Ouais. Il y a un nouveau service absolument génial qui vient d'arriver. Je vous conseille d'y aller, de le visiter. Ça s'appelle Où voir ça, donc ouvoir.ca. Vous tapez le nom d'un film et ça vous dit où vous pouvez le voir. Que ce soit en salle, en DVD, à la bibliothèque, etc. Donc ça vous donne vraiment tous les endroits où vous pouvez aller voir ce film-là. Et j'ai fait l'exercice avec des films québécois. Et c'est pas joyeux. En fait, il y a énormément de films québécois. Les films québécois sont pas joyeux? Non, mais en plus, on peut pas les voir. Il y a énormément de films, donc on n'arrive pas à retrouver. C'est assez terrible. Alors j'ai fait le test, j'ai pris 4 films au hasard. À hauteur d'homme, le documentaire de Jean-Claude Labrec sur Landry, disponible nulle part.
Gaspard Blues ou Le Parti de Falardeau, disponible sur Illico, iTunes. La moitié gauche du frigo de Philippe Falardeau, disponible nulle part. Ah non. Voilà, j'en ai pris 4 qui ne sont pas des films extrêmement obscurs. Non, tout à des fait. films qui Ouais, mériteraient d'être vus Tout à fait. et auxquels on devrait avoir accès. Bref. Et on se retrouve un peu face Cela à... dit, il y a Éléphant. Oui, il y a qui fait de Éléphant. la restauration et qui... Tout à fait, mais qui rend les films disponibles sur Illico ou sur Il iTunes. faut s'abonner à... Donc on se On retrouve ne avec pas, mais il faut s'abonner à une compagnie. à une compagnie. Ouais, ok. Une compagnie quelconque. On commence par la lettre V. Comme la série V dans les années 80 avec les reptiles. V. Et donc, si on veut consommer responsablement nos œuvres québécoises, on se retrouve face à un vrai problème parce que comment est-ce qu'on peut l'être, éthique et responsable, si les œuvres ne sont tout simplement pas accessibles? C'est la question à laquelle on se retrouve confronté et qui est assez douloureuse. Et j'ai envie de tenter une ouverture sur ce dont vous parliez tout à l'heure. Peut-être que Téléfilm Canada, au lieu de gaspiller ses millions, aurait mieux fait de se pencher sur la création d'une plateforme de visionnement éthique, exhaustive de notre cinéma. Parce qu'une culture, ça ne disparaît pas que quand c'est aux mains d'énormes corporations qui n'en ont rien à faire. Ça disparaît quand on s'en occupe pas. Ben, ce sont de sages paroles, Hélène Faradji. Merci beaucoup. Alors, Hélène Choquet, j'imagine que ce sujet de la disponibilité des œuvres québécoises, c'est quelque chose qui vous interpelle un petit peu? Oui, puis moi, j'ai déjà eu un film sur la plateforme Netflix, puis il était tellement difficile à trouver, à part si tu avais le nom complet du film, que je crois pas que beaucoup de gens l'ont vu sur Netflix. C'était quoi ce film-là? Les points de la fierté. Ah? Oui. Je connaissais, mon Dieu. On va parler de vous, je ne connaissais même pas. Parce que, fiction ou documentaire? Documentaire. Moi, je suis documentariste. Oui, c'est ça, vous êtes documentariste. Donc, on va faire peut-être une petite bio aux gens qui vous connaissent moins. Formé en cinéma au Cégep Antique, ça tombe bien, on avait une invitée du Cégep Antique ici qui parle. Vous savez que présentement, le Cégep Antique s'autochtonise, hein? Mais c'est bizarre. Ça là, semble parce faire que un lien avec Canada. J'ai quand même étudié en cinéma après un cycle. Ouais. Oui, Oui, c'est mais ça, écrit que j'ai étudié en Mais cycle. je commençais, oui. Formé, après ça, bac en com à l'UQAM. Oui, Ça, c'est bien. oui, Vous réalisez à 29 ans Marché Jean Talon avec Jean-Philippe Duval, Oui. co-réalisation? oui. Oui. Je me rappelle ça En fait, 6 épisodes, série documentaire qui est un peu précurseur des web-séries, je pense qu'on peut dire ça. C'était une des premières au Québec, oui. Tournée dans la plus pure tradition du cinéma direct. Oui. Vous savez qu'ici, on est des gros fans de Pierre Perrault. On était allé à Val-d'Or. On est allé même voir la terre d'Horace Lalancette le lendemain. J'imagine que Pierre Perrault, c'est quelqu'un qui vous a inspiré aussi. Moi, j'ai fait la caméra sur un film de Denis Desjardins, La Dame aux poupées, qui était la fille d'Alexis Tremblay, qui vivait, qui était elle avait 80 ans passés à l'île aux Coudes. Ah Ouais, oui. ouais. Disponible sur le site de l'ONF? Disponible sur YouTube. J'ai vu qu'il était sur YouTube. Pas sur le Non, site je crois que c'est une production indépendante de Denis Desjardins. Bon, vous venez nous parler de Le Page au Soleil, ce documentaire, on peut dire controversé? Ce documentaire qui documente Controversé. une pièce qui a fait la controverse. Oui. Oui, parce qu'il faut quand même le dire, c'est pas du tout un documentaire sur la controverse, même que vous avez décidé de vous arrêter juste avant. Oui. Oui. Parlez-nous un peu de la genèse de ce projet-là. Ben, la genèse, c'est... moi, je travaillais avec une fille qui s'appelle Sophie Mangado, qui était recherchiste sur un projet que je faisais. Et son frère est comédien au Théâtre du Soleil. Donc, elle a dit, Robert Lepage prépare ce spectacle avec le Théâtre du Soleil. Et là, toutes les deux, on s'est dit, mais c'est vraiment une rencontre historique. Ariane Mouchkine et Robert Lepage, deux metteurs en scène très, très connus du théâtre contemporain. Il faut documenter ça. Or, il y avait aussi le sujet qui, moi, m'interpellait parce qu'en 2009, j'ai fait un film sur la traite de personnes dans lequel j'avais cette fameuse femme qui est une survivante de Robert Pickton. Qu'on voit... Qui est dans le film, CJ, qui est dans le film, et avec qui, moi, j'ai développé une relation depuis 10 ans. Puis quand j'ai rencontré Robert Lepage, genre, ils ont regardé mes films. Tu fais pas un documentaire sur Robert Lepage et le Théâtre du Soleil en faisant une petite appel téléphonique. Non, j'imagine. Parce que, tu sais, c'est vraiment... Moi, je voulais documenter la création. Puis quand tu es dans une création comme ça, quand Robert Lepage a pris cette troupe-là, il n'avait jamais dirigé autant de comédiens. Robert Lepage, on le connaît pour ses effets scéniques, son génie scénique. Mais là, 36 comédiens... Beaucoup de pièces avec un seul comédien Solo, aussi, quand même. Là, on est ailleurs avec le d'accepter qu'il y aurait tous les jours une caméra pour documenter les essais-erreurs et les nombreux essais-erreurs. Donc ça, c'était un accès
super en soi. Et vous connaissiez... Est-ce que vous aviez déjà un lien avec Robert Lepage, soit professionnel ou... Non, pas du tout. Mais ma productrice avait produit Mars et Avril de Martin Villeneuve, dans lequel Robert Lepage avait investi par sa boîte. Bon, et là, forcément, on le sait, la polémique a éclaté. D'abord avec Slav, ensuite avec Kanata. Et là, la question que je me posais en regardant le film, est-ce que, j'imagine en fait que, forcément, le montage... Est-ce que le montage de votre film a été teinté Le montage du film oui. par la polémique qui devait faire rage au moment où vous étiez assis à votre table de montage? Alors, on n'était pas assis en salle de montage, mais on avait fait encore déjà beaucoup de semaines de montage. On avait un premier assemblage d'1h30 qu'on trouvait fort intéressant. Oui. Quand la polémique a éclaté, normalement, il nous restait 3 semaines de tournage. Il restait un bloc de répétition. Il y a eu cette crise. Puis là, tout de suite, Ariane Mouchkine voulait poursuivre l'œuvre. Robert Lepage, lui, il était tellement victime d'attaques qui venaient de partout. Ils ont annoncé, Ex Machina a annoncé l'annulation de Kanata. Or, pendant tout ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé un petit groupe de gens de théâtre, de la diversité, des Autochtones, et on leur a présenté notre assemblage. Et là, on leur a dit, c'est même pas un premier montage. Donc, pour nous, c'est vraiment se mettre sur la corde raide que de présenter un assemblage. Ouais. Un assemblage, dans le fond, c'est que vous faites le ménage de scènes. On garde le bon contenu. Vous savez que vous n'allez pas utiliser, mais c'est pas nécessairement le montage. Non, c'est ça. C'est des choses qu'on aime, qu'on pense qui méritent d'être dans le film. Alors, on présente ça, et là, les gens nous disent, mais presque tout est là. Ils nous disent, on comprend pas très bien c'est quoi la pièce. Et là, moi, je me fais la réflexion, mais ça, je l'ai déjà. Oui. Et on me dit, mais Robert Lepage, qu'est-ce qu'il pensait de telle chose, telle chose, telle chose? Et je me dis, mais je l'ai déjà. Oui. Parce que dans ces 2 ans de tournage qu'on avait fait, j'avais déjà 3 grandes entrevues avec Robert Lepage. Alors, voyant ces vents contraires absolument impossibles à faire changer de bord, j'ai décidé d'arrêter le tournage et de m'en tenir au contenu que j'avais. Parce que je voyais que même les quelques entrevues que Robert Lepage a accordées, on l'accusait de se justifier. Oui. Alors, je me suis dit, si moi, j'arrête le film avant le scandale, on ne pourra pas l'accuser de se justifier. Oui. Et ce sera fort éclairant de voir que, parce qu'on l'a beaucoup accusé d'avoir ignoré les Autochtones, oui. d'avoir ignoré ce qu'il faisait et tout ça. Alors, j'ai choisi d'arrêter. Et oui, mon montage est teinté parce que je voulais, en quelque sorte, moi, comme cinéaste, apporter des réponses, c'est sûr, à cette controverse-là. Ouais. Mais je trouve ça intéressant. Quand vous avez tourné tout ça, là, la préparation, est-ce que vous vous doutiez que ça allait arriver? La polémique? Pas du tout. Non, moi non. C'est sûr qu'il y aurait sûrement des détracteurs. Quand on a vu Slav éclater, évidemment, on savait que Kanata ou Sri, ils seraient touchés. Mais non. Bien, c'est drôle, Marie-Ève, que vous posiez cette question-là, parce que ma prochaine question, c'est un peu ça. J'ai un extrait, justement, si vous permettez, de Lepage au soleil. On va le faire entendre. Alors, Margot, elle, c'était l'actrice qui est à la tête d'une compagnie de théâtre, qui a un festival de théâtre autochtone à Vancouver. Elle a fait état de sa frustration parce qu'elle a dit à quelques reprises, les projets autochtones, on les donne à des Blancs, c'est les Blancs qui ont les subventions, c'est joué par des Blancs, c'est joué en notre nom, mais nous, on ne nous donne rien, on ne peut pas... Bon, donc ça, tout ça, c'est très légitime, ce sentiment-là. Là. On a essayé d'en parler ouvertement. Puis elle revenait toujours à ça. Elle revenait toujours à l'idée, oui, mais ça va être la voix de qui? Qui va être la voix? Qui à la fin? Bon, on entend ça, puis en plus, il y aurait un autre extrait que j'aurais pu mettre, mais c'est comme on entend Robert Lepage, qui s'adresse à toute son équipe. Il dit là, un des plus gros obstacles qu'on a, c'est de raconter, témoigner du parcours de certains peuples autochtones au Canada sans avoir un seul autochtone à bord. Fait que dans le film, il y a les germes déjà de la polémique, et c'est difficile de croire que Robert Lepage n'a pas vu ça venir. Bien, en fait... Je dis pas que c'est ça le postulat non, que mais vous... après, tout de suite, l'extrait que vous l'avez coupé juste après, où il dit il faut comprendre le contexte. Il faut comprendre le contexte où c'était une coproduction avec le Théâtre du Soleil. Et le Théâtre du Soleil a une façon de fonctionner qui est unique. Oui. Et c'est surtout... Et ça, il l'explique après, tout de suite, qu'il a essayé de convaincre... Il a expliqué le contexte de la création, et c'était la voix de qui que Robert Lepage voulait entendre dans ça? C'était la voix de ces 36 comédiens-là, issus de 11 pays différents, dont plusieurs sont des gens qui ont fui la guerre, qui ont vécu, de par leurs ancêtres, des génocides.
Lui, c'est ça. C'était ça sa matière, en fait. Alors, oui, il était question des Autochtones du Canada, mais la réflexion allait beaucoup plus loin que ça. Oui. Et c'était la voix de ces acteurs-là qui allait chercher pour faire cette création-là. Et dans le synopsis de départ, c'était écrit « Comment Robert Lepage évitera-t-il les pièges de l'appropriation culturelle ?» Ça, c'était écrit dans le document, le film qu'on a écrit il y a 3 ans. C'était écrit dedans. Mais on était juste dans des dispositions différentes parce qu'on s'en tenait à ce que c'est le théâtre. Robert Lepage n'essayait pas de faire un théâtre autochtone et d'emprunter au code autochtone. Il voulait emprunter à l'imaginaire de ces comédiens-là d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est ce qui est, je trouve, un des points le plus fascinants de ce film-là, c'est justement de se rendre compte, malheureusement, du côté universel de ces aliénations-là que différents peuples ont vécues. Et plusieurs comédiens relatent des histoires familiales. Et à un moment donné, il y a une espèce de laboratoire d'exploration où les comédiens essaient d'emprunter, ou en tout cas, le langage et danse autochtones. Et là, il y a un comédien brésilien qui, lui, a fait du capoeira. Et là, il y a toute la danse du cerf, entre autres. Et il y a tout un... On se rend compte... Moi, ça me faisait penser à Joseph Campbell, Les héros ne meurent jamais, où il a recensé toutes les grandes mythologies de l'histoire de l'humanité et il a comme retracé des grands types. C'est comme si on se racontait toujours les mêmes histoires. Et malheureusement, les aliénations, les peuples qui en oppriment d'autres, c'est malheureusement aussi universel et c'est un peu ce que le film démontre. Oui. Et je crois que... Je pense que c'est un piège aussi d'essayer de comparer les drames de chacun. Dans le moment, je travaille avec une productrice juive qui a vu le film et elle, sa réaction, ça a été parce qu'à un moment donné, Robert Lepage, dans le film, dit « Ce qu'on fait là, c'est l'équivalent de documenter ce qui s'est passé dans les camps de concentration. » Et elle m'a dit « Mon Dieu, Robert Lepage a comparé ça à la Shoah. » Et j'ai dit « Regarde, tu tombes dans le même piège parce que toi, tu dis la Shoah, c'est pire que ce qu'ont vécu les Autochtones du Canada. Or, c'est ça le piège, c'est de comparer. Puis aussi, je crois, et ça, c'est en tant que moi-même humble artiste documentariste, là, les bourreaux aussi, dans l'histoire, doivent avoir une parole. C'est-à-dire que quand on... Moi, je me souviens quand j'ai travaillé avec des Allemands, puis j'étais toujours curieuse de... Qu'est-ce qu'il faisait, toi, ton grand-père, pendant la Deuxième Guerre mondiale? Non, mais... Et je suis sûre que comme artiste... Ça devait faire un beau climat de travail, ça. Non, mais ça a été longtemps tabou, puis il y a des films qui ont été faits sur ça, et c'est super intéressant. Tout à fait. Parce qu'il faut qu'aussi cette voix-là vienne. Parce que quand c'est ça, ton patrimoine, là, c'est ton grand-père, c'est un ESS... comme artiste, ça doit très certainement t'inspirer et aussi, il doit avoir un sentiment de culpabilité, mais aussi une force de création qui naît de ça. Mais c'est une réflexion vraiment intéressante parce qu'on peut la ramener humblement au Québec parce qu'à partir de Slav et Kanata, on est passé de minorité historique francophone en Amérique du Nord à suprémaciste blanc en 3 semaines. Alors, je pense qu'on peut aussi réfléchir sur notre propre passé d'oppresseur. Chose très intéressante aussi dans ce film-là, en fait, c'est qu'à la fin, on se rend compte que le concept d'appropriation culturelle est très flou encore. Les frontières de ça, quoi qu'en disent certaines personnes, c'est beaucoup plus subtil et complexe que ce qu'on peut imaginer. Marie-Ève Tremblay, vous opinez du bonnet. Vous avez l'air d'accord? Oui, parce que Corde sensible, qui est la série que je fais, en fait, la première partie, c'était des expérimentations de type social en vidéo. Donc, j'allais sur le terrain et tout ça. Puis je me souviens, l'appropriation culturelle, le concept, c'est quand même assez récent là, qu'on en parle tant. Là. Ça fait peut-être 3 ans. Je pense que c'est important. C'est important d'en parler. Oui. Mais c'est encore... On sent un flou quand même. Mais moi, je voulais en parler parce que ça, je mets toujours un pied un peu en dehors de la boîte. Puis là, on voyait des cours de yoga annulés à Ottawa. Là, c'est comment on ne pourra plus manger de poutine dans le Canada anglais parce que là, ça nous appartient. Puis là, on était comme, c'est ridicule. Mais en faisant des recherches pour vouloir parler d'appropriation culturelle, je suis tombée sur une anthropologue à l'UQAM, Ruth Solenroth, qui, elle, était spécialisée du côté autochtone. Puis elle m'a dit, viens, on va aller se promener dans le Vieux-Montréal, puis on va regarder les objets qu'on vend aux touristes, la provenance. Puis là, j'ai fait cette espèce de démarche-là où je suis allée dans tous les commerces voir les objets, puis tu voyais les indications où c'était écrit fabriqué par des Autochtones, authentique autochtone, fabriqué au Canada, puis ça laissait vraiment croire que ça avait été créé par eux.
Puis nous, on achète ça, les touristes, on pense qu'on encourage, c'est la culture, on rapporte ça chez nous. Puis finalement, ben c'est made in China. Mais on est tous Puis dupés, hein? Même les chandails du Canadien sont faits en Chine. Oui, sauf que moi, je vais voir ensuite des artistes autochtones. Puis là, je vois les blessures. J'ai compris c'était quoi l'appropriation culturelle à ce moment-là. Puis quand j'observe des controverses comme Slave, comme Kanata, comme tout ça, je dis pas que c'est pas légitime de soulever des questions par rapport à ça, mais je me dis, est-ce que ça fait pas trop diversion sur les réels enjeux qui sont reliés à l'appropriation culturelle? On va y revenir, Marie-Ève Tremblay, à votre Excusez, série. c'était long, hein, non, mais, pas du tout, pas du ça- tout. ça C'est une me balado, touche. on a le temps. C'est pour ça qu'on fait une balado, c'est parce qu'on a le temps. Hélène, bon, les critiques ont été très mitigées. Mitigé? Ben quand même. Moi, on a fait une recension, puis c'est comme 50-50. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que le film nourrit la controverse. Souvent, ce sont des journaux, on va le dire, anglophones. D'un autre côté, il y a beaucoup de gens qui trouvent qu'au contraire, votre film met la lumière sur le travail sincère, la démarche et de Robert Lepage. Parce qu'il faut le dire, ce film-là aussi, c'est de voir Robert Lepage travailler. C'est quand même incroyable qu'on ait eu ce privilège-là, dans le fond, de rentrer dans cette intimité créative-là. Mais c'est aussi... Avec le Théâtre du Soleil en plus. Oui, c'est ça. Bon. Mais vous, comment vous réagissez? Parce que ça a été politisé un petit peu. Là. Tout ça, il y a une appropriation, pas culturelle et politique, mais de tout ça où on peut plus réfléchir sur les faits. Là. On est dans le politique, on est dans... Alors, j'aimerais dire que les gens qui prennent le film pour ce qu'il devrait être, ou en tout cas l'intention que j'avais, moi, j'ai voulu documenter un processus de création. Il y a eu cette polémique et j'ai décidé de finir le film parce que je jugeais que, justement, l'appropriation culturelle, et je veux rappeler qu'on est dans un contexte de création théâtrale. Hein? Oui. On n'est pas... on n'est pas au cinéma parce que et ça... ouais. C'est Samir, je pense, le comédien, Oui, Samir. qui dit au théâtre, n'importe qui peut jouer n'importe quoi, s'approprier, alors qu'au oui. cinéma, non. Et c'est tellement vrai. Oui, C'est tellement... Robert Lepage aussi le dit dans le film. Alors, on est dans un contexte de théâtre. Maintenant, les critiques de cinéma, les critiques de théâtre qui voient le film apprécient le film. Oui. Les gens qui étaient des détracteurs favorables aux Autochtones, qui sont dans une reprise de parole, qui est essentielle et que moi, je ne nie pas. C'est clair qu'ils se sont posés en faux face à mon film, mais souvent, ils ont juste dit... ce qu'ils ont dit, c'est que je leur avais pas donné la parole. Or... c'était pas mon rôle avec ce film-là. C'était pas mon rôle. Fait que... voilà. Parce qu'il faut le dire, non, mais il faut le dire, dans le film, il y a énormément de scènes où Robert Lepage et la troupe sont en Colombie-Britannique, parlent à des Autochtones, parlent la femme qui s'est échappée, en fait, de la ferme de Robert Picton. C'est complètement incroyable. Donc, c'est ça. Mais et ils ont maintenu un lien avec elle. Quand ils font la cérémonie du tabac, on l'a fait 2 ans, pendant les 2 ans de la création. Et à chaque fois, ces jours-là, il y avait des larmes. Il y avait une réelle empathie pour ces gens qu'ils avaient rencontrés dans l'Ouest canadien. Et je ne crois pas qu'il faut banaliser ça non plus, l'empathie, parce que c'est ça qui fait, nous, des êtres humains intéressants. On est dans une époque où l'empathie n'est pas suffisante. Eh bien, moi, je vais défendre ça. Je pense que j'ai décidé que c'était ma cause. C'est une belle cause. On revient à vous, Marie-Ève Tremblay. Je trouvais ça intéressant que vous soyez là parce que, bon, là, vous avez parlé un peu de Corps Sensé, mais rappelez-nous un peu de l'origine de ça, parce qu'à l'origine, c'est une balado. Non, c'est pas un balado. Une émission de radio? Hey, c'est drôle parce qu'à Radio-Canada, on dit un balado. Je le sais, mais c'est niaiseux. C'est magique. Je vais dire une juste pour toi. Non, mais pour une fois que le féminin... Non, mais c'est parce que pour une fois que le féminin l'emporte, puis on dit une balado-diffusion, un balado, c'est vraiment... Moi, je trouve ça vraiment, cette confusion-là. Une balado, Caroline. Aujourd'hui, ça va être une pour toi. Merci. Mais non, c'est ça, Corps Sensible, au départ, c'était de courtes vidéos. C'est Radio-Canada qui m'a donné le mandat de me rapprocher des citoyens, des préoccupations. Il y avait la vague YouTube qui commençait à émerger, les explainers aussi qu'on appelle, qui étaient beaucoup aux États-Unis. Puis là, ils voyaient que les gens s'attachaient à moi. Je faisais des directs sur Facebook, tout ça. Bref, ils ont dit « Hey, trouve de quoi, là, puis reviens-nous là, à la YouTube. » On dit ça, c'est très Radio-Canada, ça. On sait pas trop, trouve quelque chose, là. Innove. Quelque chose de jeune, de frais, de hip. Innove. Mais je les adore. Je suis une vraie radio-canadienne, je suis là depuis 10 ans. Mais je suis arrivée avec ce concept-là de vidéo où c'était des moments ou des idées, des flashs que j'avais, où j'allais carrément sur le terrain pour démontrer des phénomènes de société. Alors, c'est pas juste d'en parler, c'est de le faire, de le montrer. Puis, on le fait ensemble, d'ailleurs. On est allé boire de l'alcool ensemble.
Juste avant que tu arrêtes de boire. Juste avant que je me choisisse? Oui, pour une voir expérience. si... Oui, ben allez-y. Ben, je peux le dire aux gens qui sont là ou qui nous écoutent, qui n'ont pas vu, mais l'idée était de voir si on était capable de juger du taux d'alcool qu'on a dans le sang au fur et à mesure où on boit durant la soirée. Est-ce qu'on est capable de dire je suis rendu à 0.07, je suis à 0.05? Donc, je conduis pas, parce que c'est un peu ça le but. C'est à l'hôpital Douglas, Oui, c'est pour ça. que les gens récidivistes arrêtent de Oui. prendre le volant quand ils ont un verre dans le nez. Font des études à ce sujet-là, Voilà. puis là, ils nous ont donné de l'alcool à toi et moi. Oui. On connaissait pas la quantité Non. qu'on prenait, puis on devait évaluer. On s'est planté solide, Oui. c'est-à-dire qu'on pensait les deux qu'on pouvait pas conduire et on était bien en deçà du taux d'alcool Allez permis voir. pour conduire. Est-ce que c'est encore disponible? Oui, c'est encore Allez voir disponible. ça pour vrai, parce que j'étais à 0.06. Donc, 0.05 même. même. Mais, Non, c'est vrai. et on fait une simulation Ouais. et je conduis très, très mal. Je suis dangereux. Ouais. Et dans les faits, j'aurais passé en dessous du 0.08. C'est quand même incroyable. Ouais, Et on a- légalement. Et on a appris qu'au Québec, on est un des endroits les plus laxistes par rapport à l'alcool au volant. Donc, c'est ça, Corde sensible. Puis on a fait une vingtaine d'expériences comme ça pour démontrer tout ça. Ensuite, il y a un balado qui a émergé parce que, bon, on voyait que les gens s'attachaient beaucoup justement au concept, à ce genre d'idées-là exprimées d'une manière différente. Donc là, on a sorti Radical il y a un an, Oui. où je rencontrais des personnes qui avaient défendu corps et âme des idéologies radicales, mais qui avaient tourné le dos à ça depuis. Oui. Donc, ex-témoins de Jéhovah, survivalistes, puis c'était des gens qui l'avaient vécu de l'intérieur. Donc, c'était vraiment une entrée là-dedans particulière. Donc, il y a eu ça, une émission de radio qui revient cet été d'ailleurs, les vendredis soirs, où là, bon, c'est tout et tout. Et la semaine dernière... Non, il y a 2 semaines. Oui. On a sorti une série style documentaire. Ouais, Mais on c'est peut drôle dire parce ça. que Faradji était pas capable de Non. qualifier ce qu'on Je sais pas. Puis c'est Mais drôle, non, mais c'est ça c'est depuis le difficile. début. On C'est- était ici c'est- pour notre émission. On Mais je propose qu'on aille écouter un petit extrait, puis on revient, on va les décrire un peu mieux après. Vas-y, hey, je parle trop. Fuck you and fuck the police! Last month, Evergreen State College in Washington went crazy. Lui, c'est Brett Weinstein. Bien malgré lui, il est devenu, partout dans le monde occidental, un symbole du combat pour la liberté d'expression sur les campus universitaires. I find myself under attack because liberty is not a high value amongst those who are at the moment driving the quest for what they call social justice. Bon, ça, c'est un des épisodes. Hey, Il y a tu l'as 4 choisi, épisodes. ton extrait? Oui, il y a 4 épisodes qui durent à peu près entre 17 et 20 minutes. Ouais. Et ce sont, en fait, 4 épisodes sur l'indignation. C'est ça, la série s'appelle Indignation. Ouais. C'est vidéo, Ouais. ce coup-ci, Ouais. sur tout.tv. En fait, ça fait quelques années, je dirais ça fait 2 ans, qu'on observe des controverses qui éclatent, surtout sur les réseaux sociaux. Puis on vient d'en parler très longuement. Qui, à notre avis, souvent prenaient des proportions démesurées. C'est-à-dire qu'on a remarqué que souvent, généralement, puis ça c'est tout le monde, les médias y compris, on manque de contexte quand arrivent des événements comme ça. On est à une époque où on est extrêmement polarisé, la population est ultra divisée aussi, puis il y a des événements comme ça qui surviennent où il y a une petite étincelle qui est interprétée de diverses manières, qui génèrent des feux, qui se rendent très, très loin, qui peuvent même faire le tour du monde très rapidement. Et puis, on manque de contexte. Puis, dans le fond, ce qu'on a fait dans cette série-là, c'est qu'on a documenté des dizaines d'événements comme ça qui sont survenus, mais on est retourné à la source. Puis là, ben, on aborde plusieurs aspects de l'indignation. Premier épisode, c'est vraiment pour exposer à quoi on fait référence quand on parle d'indignation. Parce que l'indignation, c'est pas mauvais en soi. Hein? Je veux dire, on n'avancerait pas comme société si on ne s'indignait pas. Oui. Donc, l'indignation n'est pas bonne, n'est pas mauvaise. Elle peut être bonne, elle peut être mauvaise. Et nous, on a décidé de montrer le côté peut-être un peu plus noir de ça. Donc, premier épisode, on expose un peu c'est quoi, là, de quoi on parle. On en vient aux médias. Ensuite, on aborde le côté liberté artistique, qui est au cœur aussi de tout ça. Puis, on termine avec les universités, où l'on en vient à la source. Exactement. Où les questions de liberté d'expression, de liberté académique sont au cœur d'enjeux actuellement. Dans un des épisodes, vous revenez sur la polémique du défilé de la Saint-Jean-Baptiste de 2017, où sur un char allégorique, il y avait 4 jeunes athlètes afrodescendants qui poussaient le char. Et là, ça a fait le tour du monde. Et là, vous allez parler à la personne qui est à l'origine de ça, un jeune publicitaire.
Et c'est fascinant. Racontez-le parce que il y a un malaise à un moment donné parce que le gars le sait qu'il aurait peut-être dû attendre un petit peu, puis on a créé quelque chose d'incroyable. Et il y a des gens qui n'ont même pas voulu revenir sur ça. Et je veux le dire avant, là, Oui. Félix, depuis Oui. qu'on a sorti la série, le documentaire où Oui. on ne sait pas trop c'est quoi, c'est peut-être la seule personne qui est la cible de commentaires un peu moins gentils, mais Félix a été extrêmement honnête Tout à fait. d'accepter d'y participer. Pour ceux qui nous écoutent, Félix Brouillette, c'est la personne qui a vu ce défilé. Il était chez lui, il allait là avec sa blonde. Le char allégorique est arrivé, il a vu l'image, il s'est dit « Hey, ça n'a pas de bon sens. Comédie d'erreur, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Je vais publier ça sur ma page Facebook. Ma gang d'amis proches, woke, l'expression qu'on dit, vont réagir, va avoir une couple de vues, puis ça va être ça. » Finalement, ça a fait le tour du monde, comme on l'a dit, 2,2 millions de vues en quelques heures, et il a accepté de m'accorder une entrevue, alors que je lui dis, je parle d'indignation. Alors, c'est ça, il dit, il y a une espèce d'excitation à voir quelque chose comme ça, savoir que ça Il voulait va devenir réagir. une vedette. C'est-à-dire, Non. un petit peu, il le dit. Il savait que ça allait le mettre un peu... Ça allait le mettre de l'avant. Il a Mais donné pas des à ce point-là. Non, Puis il y a eu le contre-coup aussi de Oui. ce geste-là, parce Oui. que les nationalistes, Oui. bien de chez nous, on dit, ben là, voyons donc encore, on voit du racisme dans Oui. tout. Donc lui aussi, il a reçu Oui. son lot de commentaires virulents après Oui. avoir fait ça. Mais effectivement, c'est l'époque à laquelle on vit, où n'importe qui, en l'espace de quelques minutes, peut générer un feu qui va pas seulement se produire sur les réseaux sociaux, mais qui va occuper l'espace C'est médiatique ça le traditionnel. problème. Oui. Parce que les médias traditionnels embarquent. Ouais. Et dans la série, je trouvais ça intéressant aussi parce que vous avez cette réflexion-là, c'est-à-dire que les médias traditionnels qui sont à la recherche de revenus publicitaires, qui sont en compétition avec YouTube, avec l'Internet, avec les médias plus alternatifs, si on peut dire, embarquent dans la danse. Et vous donnez l'exemple aussi de ces jeunes au Kentucky, du Kentucky qui sont dans une manifestation et là, qui regardent un Autochtone, on a l'impression qu'il y a une confrontation, alors que le film au complet est disponible et le contexte n'est pas le même, mais les grands médias embarquent tout de suite pour dire, regardez, quel jeune arrogant. Et c'est pas ça du tout. C'est quand même fascinant. Ça, c'est l'exemple, je trouve, le plus frappant de cette démonstration médiatique. Il y a la question des revenus, mais il y a aussi la question de la rapidité sur les réseaux sociaux où les médias sont là, voient ça. Puis là, la question, c'est est-ce qu'on en parle? Mais si on n'en parle pas, on passe à côté de quelque chose. Parce que, fait que là, le défi est d'évaluer si ça a un réel écho dans la société, ce qui est en train de se passer, ou si c'est le fruit de quelques personnes seulement qui parlent très fort. Ça, c'est autre chose. Mais cette histoire on les appelle les MAGA Kids. C'est ça, comme tu l'as dit. Parce qu'ils portaient des casquettes. Oui, pour mettre en contexte, des casquettes rouges associées à Donald Trump, Make America Great Again. Puis là, l'image qu'on voit qui est publiée sur les réseaux sociaux, ce sont ces jeunes devant des Autochtones, un Autochtone en particulier. Puis les jeunes ont l'air à être, et un en particulier aussi, très fringant, très arrogant en opposition. Puis bon, cette image isolée fait le tour. Puis nous, en tant que bons citoyens bien pensants, c'est la droite, ils sont méchants, ils sont jeunes, ils sont pas fins avec un Autochtone. On cherche son adresse, on va trouver où il vit, on va y envoyer des menaces, mais c'est des jeunes de 14-15 ans. Puis, tu l'as dit, c'est l'élément important. C'est pas parti comme ça. Non. Il n'est pas allé les écœurer. C'était pas beau, la scène. Je suis pas en train de dire que c'était non. correct. Mais il y a eu des choses avant ça. Puis les Et médias... la vidéo était disponible. C'est ça. Ils pouvaient la voir. Les gens qui ont choisi d'isoler pour faire de la polémique auraient pu l'avoir au complet. Les grands médias n'ont pas fait leur job. C'est là où les médias, 2-3 jours après, font « Ah, de nouvelles informations viennent d'émerger. Finalement, c'est pas tout à fait ce qu'on vous a présenté, les jeunes. » C'est comme, non, c'est pas des nouvelles informations qui viennent d'émerger, là. La vidéo était déjà là. On aurait pu prendre une couple de minutes de plus pour s'informer et aller voir le contexte. Ça, des exemples comme ça, il y en a des dizaines. Je tiens par contre à dire qu'on pointe du doigt personne dans ce doc-là parce que ça avance à rien de faire ça. Et j'avoue que moi, j'avais quelques craintes au début quand j'ai su que cette série-là s'en venait. J'avais l'impression que c'était une émission controversée qui allait parler de controverses
et que dans le fond, le serpent qui se mange la queue. Et c'est pas ça du tout, parce que vous traitez de certains angles morts, entre autres sur la polémique Slav Kanata. Vous allez chercher un humoriste que je connaissais pas. Oui, il est bon, hein? Xavier Boiron. Voilà. Qui, lui, est pas d'accord avec la façon que les militants... Et lui se dit... C'est un militant antiraciste. Et lui, il trouve que ça s'est pas fait de la bonne façon. On l'entend pas... On l'a pas entendu souvent. Lui, on a entendu ceux qui sont... Parce qu'on parlait tantôt du défilé. Les jeunes athlètes se sentaient pas du tout utilisés là-dedans. Le coach non plus. Tout ça partait encore une fois d'une bonne intention. Et le coach a refusé. Il est encore blessé de ce qui s'est passé. Ça, je l'expose très rapidement dans la série parce que ça va vite, mais je lui ai parlé au téléphone, puis quand j'ai raccroché, je me sentais pas bien parce que vraiment, là, quand on parle de racisme pour qualifier des gestes involontaires ou des erreurs, puis qu'il y a des personnes de la communauté même qui sont traumatisées à long terme, nous, on se veut là, c'est cool, on partage, on a du fun, on dit nos idées, mais il y a des gens qui sont profondément blessés, qui étaient partis de bonnes intentions. Encore là, je suis pas en train de dire que c'est pas correct de se poser des questions par rapport à tout ça, mais de voir qui étaient donc heureux d'y participer, de voir qu'ils n'ont pas eu la chance rapidement d'exposer le contexte, les raisons pour lesquelles ils ont fait ça. C'est là où on doit collectivement virer le miroir de bord puis se dire, OK, est-ce qu'on ne devrait pas, j'aime cette expression, tourner le doigt 7 fois avant de cliquer « partage ». Oui, tout à fait. Parce que, bon, on entend, entre autres, des militants, parce qu'on entend des gens qui ont été blessés, on entend aussi des militants de ce que moi j'appelle la gauche identitaire. Dont Émilie Nicolas. Simon Jaudoin en parlait dans sa chronique la semaine dernière, qui, elle, dans le même épisode, prétend que même si les jeunes ne se sentent pas victimes et que le coach dit que c'était pas du racisme, ça en est quand même parce qu'elle le sait. Il y a ce côté-là très, je trouve maintenant, très dogmatique, où il y a une espèce de course à la pureté morale, et vous l'exposez dans cette série-là. On entend Normand Baillargeon, entre autres aussi, qui est maintenant un suprémaciste blanc. Moi, j'ai vu passer ça cette semaine sur les médias sociaux. Des militants de gauche qui traitent Normand Baillargeon de suprémaciste blanc. De traître. Et Hélène, bon, vous n'avez pas tourné la polémique, mais vous avez suivi ça en tant que documentariste. Comment vous interprétez... Comment on en est rendu là, en fait? On s'en est parlé, Fred, quand tu m'as appelé, mais moi, j'ai lu une revue littéraire qui s'appelle L'Inconvénient, puis le numéro du printemps, c'est « L'art doit-il être moral ?» Et dans ça, il y a un auteur qui a publié une nouvelle à XYZ. Lui, c'était une nouvelle à la fin de sa nouvelle de fiction. Il y avait une femme qui se faisait violer. Or, il a été amené sur le bûcher des réseaux sociaux comme, justement, un misogyne fini qui faisait la promotion de la violence envers les femmes. Et il écrit un texte de 8 pages sur tout ce qui s'est passé, toute la tempête médiatique. Puis je me suis dit, mon Dieu, c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que quand on écrit dans un journal, on a trois paragraphes, et quand on écrit sur les réseaux sociaux, on a quelques lignes. Or, quand tu lis ces 8 pages-là, lui, il dit, les gens me demandaient est-ce que moi, je me sentais coupable d'avoir fait ça. Il dit, ce que je lisais sur moi, c'était même pas moi. À la limite, je le vivais même pas parce que je disais, mais ils ont fait un personnage de moi, tu sais. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Puis, moi, ce qui a été critiqué de mon film, c'est la fin. Parce que j'ai choisi d'aborder la polémique que j'ai réduite en 4 minutes. J'ai pris des extraits de choses qui s'étaient dites dans les journaux, donc, pas dans les réseaux sociaux. Il y a un moment donné, on voit il y a 900 articles qui étaient sortis, en fait, qui parlaient du film, et 900 le film articles, pas sorti les mentions, encore. Pas le film, la c'est pièce. la pièce. Excusez-moi, la pièce. La pièce. Oui. Or, la pièce, c'est super important de savoir qu'elle n'est jamais sortie. Non. Parce que ce qui s'est joué à Paris, c'était bien, mais c'était pas ce dont Robert Lepage avait rêvé pendant 3 ans. Là. Donc, moi, j'ai choisi de mettre des extraits de choses qui sont dites. Ce qui s'est dit, les choses que j'ai prises, ont été dites par des gens très respectés et respectables. Et des fois, les gens disaient... Et je ne les ai pas attribuées parce que je voulais pas en faire, justement, des attaques personnelles. Et il y a des choses qui sont... Par exemple, il y a une des choses qui s'est dite, c'est est-ce que c'est Robert Lepage qui a donné ses propres connaissances sur les Autochtones à la troupe de comédiens? Mais c'est pas un con qui a dit ça, là. Mais c'est sûr que quand tu lis ça, tu dis, mais est-ce qu'on a vraiment porté ces intentions-là? Puis ça, c'était écrit noir sur blanc dans le journal. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui n'a pas vu la pièce qui n'existera jamais, qui lit ça, il y avait beaucoup, beaucoup de lettres ouvertes qui s'écrivaient dans les journaux. Ben là, finalement, Kanata est devenu quelque chose qui n'était pas, et les intentions n'ont jamais été clairement exprimées.
Il y a une chose, puis on va terminer avec ça, il y a une chose qui ressort aussi, Marie-Ève Tremblay, de Cordes sensibles, et qui est peut-être un peu réconfortant, c'est que malgré tout, il ne faut pas l'oublier, ces polémiques-là sont vivent et naissent, vivent et meurent beaucoup sur les... Oui, ça sort des médias sociaux, mais concerne pas tant de monde que ça aussi, parce que c'est pas tout le monde qui est sur les médias sociaux. Ben, je sais pas si c'est si réconfortant que ça, ce que tu dis, parce que justement, c'est une information, une statistique qu'on avance, que 71% des gens ne publient rien, partagent rien, ne commentent rien sur les réseaux sociaux. C'est beaucoup, là. Ouais. Alors, 29% des gens restants publient, mais, tu sais, la plupart, c'est des photos de chats, de mon chat. C'est très mignon. Les chats sont très mignons. Ils peuvent être très apaisants en temps de controverse. Une photo de chat. Tout à fait. Oui. Mais tu sais, ça reste comme un très faible pourcentage de personnes qui sont politiquement engagées, qui parlent très, très fort. Oui. Effectivement, ça arrive, ça émerge, le feu pogne, on passe à autre chose. Oui. Mais quand je parlais du défilé de la Saint-Jean, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui en souffrent, les jeunes là, qui ont été la cible là, de menaces. Oui. Fait que, tu sais, collectivement, je pense qu'on a vraiment... Ça, c'est les mots de Judith Lucier qui participe aussi à la série, une forme de thérapie de couple à faire, tu sais. Puis, le but, là, puis ça, c'est intéressant, puis ça, c'est positif. Oui. Tout le monde souhaite un meilleur vivre ensemble. Oui. On a tous des opinions, des points de vue différents, mais au final, tout ce qu'on veut, c'est être bien, vivre bien ensemble. Mais pour ça, il faut s'entendre, il faut s'écouter. Il faut dialoguer. Et plus il y a de bruit, plus c'est difficile. Alors, le travail qu'on aurait à faire, ce serait peut-être de réduire ce bruit-là pour en arriver à réellement s'écouter, même si on n'est pas d'accord. Alors, je vais réduire le bruit et vous remercier, Hélène Choquette et Marie-Ève Tremblay, d'être venues à la balado. Ah, ça fait plaisir. J'aime ta balado. Alors, Jasmine Legendre, c'est à vous? On vient justement d'en parler, on entend beaucoup de bruit. Donc, moi, je me questionne beaucoup sur l'instantanéité dans la vie, dans les réseaux sociaux, dans la mode, dans la technologie. Tout ça, ça va très vite, ça change ultra rapidement. La preuve, c'est qu'on change d'iPhone environ à chaque 2 ans quand notre contrat se termine parce qu'on va être au goût du jour. Oui. Donc, on passe vite à un autre appel. Puis, c'est ce qui m'a plus frappé dans l'actualité cette semaine, c'est comment on change vite d'une nouvelle à l'autre. Oui. D'abord par la naissance du bébé royal lundi matin. C'est-tu fun, ça? Moi, je remercie, excusez, je fais une parenthèse, je remercie Radio-Canada qui nous a tenus informés à chaque hostie de jour de ce qui se passait avec ce bébé royal-là qui est notre petit prince à nous. Hein, mais j'oserais même dire à chaque... 98.5 aussi. Le 98.5 aussi, je te dirais. Le devoir aussi, mais je trouvais que le Radio-Canada était particulièrement zélé. Mais en fait, tous les médias, à chaque heure, on savait ce qui se passait, même qu'on a reçu une alerte pour savoir que Meghan Markle entrait en travail. Bref, qu'elle allait mettre au monde celui qui serait... C'est la seule fois qu'elle va travailler dans sa vie. C'est ça. Qui sera... Le bébé va être le 7e sur la liste de succession au trône. Donc, il était même pas né, puis il était déjà hyper médiatisé. Puis mon premier questionnement, ça a été à ce moment-là, à quel moment dans ta vie tu trouves ça acceptable de se faire envoyer des alertes sur toi qui es en train de mettre au monde un enfant? C'est vrai, ça. Donc, c'est tous les médias qui faisaient ça. Puis si les journalistes s'acharnent autant sur cette nouvelle-là, c'est d'abord parce que les gens sont assez avares de ce type d'informations-là. Puis ça, on peut le réaliser juste en se fiant au nombre de likes sous les publications des articles pour savoir que ça laisse pas beaucoup de gens indifférents. Au moins, Meghan Markle et le prince Harry n'avaient pas révélé l'endroit de la naissance de l'enfant, donc ils ne pouvaient pas avoir plein de journalistes qui les attendaient à la sortie de l'hôpital. Par contre, moins de 24 heures après l'accouchement, le bébé avait même pas de nom encore, mais son visage était déjà révélé au monde entier dans une conférence de presse. Puis les médias zoomaient sur la photo pour être bien sûr qu'on voyait tous les traits. On avait des cahiers spéciaux avec quasiment ses mensurations. Bref, ça me rappelle un peu la photo du trou noir qu'on a vu. Oui. Vraiment, mais sauf que c'est moins un trou noir. C'était aussi attendu. Il n'a pas été perdu dans le trou noir, par contre. Bref, si ça, c'est pas un début de vie sous le feu des projecteurs, je sais pas ce que c'est, mais c'est aussi ça, c'est victime de l'instantanéité. On veut tout savoir au moment même. Puis il en manquait pas gros, puis on savait à quelle minute il avait émis son premier son, ses premiers pleurs. Puis c'est quand même fascinant de voir ça comme couverture médiatique, alors qu'il y a plusieurs parents en ce moment qui débattent sur le fait à savoir si on devrait mettre notre enfant au monde puis le mettre sur les réseaux sociaux. Ouais. Au Canada, c'est 85% des enfants de moins de 2 ans qui vont se retrouver sur les réseaux sociaux, donc qui n'ont pas leur mot à dire, parce que la raison en arrière de ça, c'est que les parents aiment partager impulsivement ce qui les rend heureux à leurs amis. Donc, c'est comme ça qu'en un clic, tu as une story d'un enfant qui va dire « maman » ou « papa » pour la première fois, puis
souvent, l'autre parent ne le sait même pas encore. Fait qu'il va l'apprendre par une pareil. story. Et les rares parents, donc le 15% qui décident de ne pas exposer leurs enfants, le font parce qu'ils ne veulent pas perdre le contrôle puis risquer que leurs enfants se fassent intimider plus tard dans leur vie avec une photo, disons, compromettante. Ouais, ou rigolote. Parce qu'on sait qu'il y a un bébé dans une baignoire à 1 an, c'est cute, mais quand tu as 13-14 ans, ça peut vite rebondir. Bref, devant toute cette médiatisation, la famille royale a pris des initiatives pour que les enfants royaux restent avec un semblant de vie privée et normale. Ça n'a pas paru cette semaine, vous allez me dire, mais bon, on espère que ça apparaisse pour le restant de sa vie. Et c'est la princesse Diana qui avait changé la donne en apportant notamment ses 2 enfants au McDo ou dans des parcs d'attractions pour qu'ils puissent faire des activités normales. Ensuite, en 2015, quand William a eu ses 2 enfants avec Kate Middleton, ils ont déménagé dans une campagne près de Londres pour s'échapper justement à tous les paparazzis qui étaient là, à l'accessibilité des journalistes, à la famille royale. Ils essaient aussi de limiter le nombre de photographes qui vont être présents lors d'événements importants de la vie des enfants. Donc, comme en bas de 1500, j'imagine? Oui, en bas de... Mais tu sais, quelques photographes qu'ils connaissent, si dans les journées importantes comme le premier jour d'école ou le premier jour à la garderie, dans la limite du possible, on s'entend, 1500, c'est peut-être... Je dois pas être loin de la vérité. Non, c'est ça, en plus. Puis, ils choisissent aussi souvent quelles photos vont être diffusées sur Internet. Donc, ils regardent les photos avant puis ils disent « OK, oui, celle-là peut être mise. » Ce que ne fait pas Céline Dion ces temps-ci. Non, ces temps-ci, elle a dit allez-y. Ils ont même fait planter, quand ils sont retournés au Palace Royal, ils ont placé plein de petits conifères autour du palais pour qu'on puisse pas... que les enfants soient pas accessibles avec les grands télescopes, les appareils photo. Puis même les amis de la famille n'ont pas le droit non plus de poster des photos des enfants royaux sans demander la permission. Donc, ils essaient de mettre en place certains moyens pour conserver la vie privée des enfants. On ne sait pas comment ça va être pour le nouveau Archie qui vient de naître. Par contre, il semble au moins avoir un bon exemple dans la famille royale, donc le prince William. Puis l'instantané de l'information, ça m'a fait assez peur cette semaine avec l'accouchement de Meghan, mais je pense que ça peut quand même avoir des bons côtés. Parce qu'on est dans une époque où on diffuse en un seul clic, comme je le disais, tous nos états d'âme, puis ça semble être assez répandu. Donc, c'est pas surprenant de voir des influenceurs qui vont parler de problèmes d'anxiété ou de dépression ou tout autre trouble de santé mentale. Est-ce que c'est une bonne chose? Moi, je pense que c'est une bonne chose. D'ailleurs, cette semaine, on apprenait que Alice Morel-Michaud, qui est une jeune actrice de 20 ans, qui est suivie par 125 000 personnes sur Instagram, que la plupart du temps, elle se sentait découragée par rapport à la vie parce qu'elle vit avec un trouble d'anxiété. Puis sous sa publication, il y avait 122 commentaires qui disaient « Merci d'en parler. On oublie souvent que les influenceurs sont aussi des humains. Je vis aussi de oublie ça. » Bref, on voit du genre de commentaires. Tout était positif, tout le remerciait d'en parler enfin. Puis certains croient que c'est pour s'attirer du capital de sympathie, parce qu'on le sait, s'ouvrir sur des événements aussi personnels peut effectivement résulter à peut-être plus de likes sous une publication Instagram. Ouais, c'est ça. Mais moi, je pense que ça l'aide surtout à déstigmatiser les troubles de santé mentale, parce que leur public, les jeunes, sont de 10 à 20 de chances de développer un trouble de santé mentale au cours de leur vie. Donc, c'est quand même beaucoup. Puis, le plus qu'on en parle, le plus qu'ils se sentent concernés. Cette semaine, l'Institut canadien d'information sur la santé a révélé que les hospitalisations en santé mentale ont augmenté de 65 puis les visites à l'urgence de 75 en 10 ans chez les 5 à 24 ans. Puis, c'est les 15 à 17 ans qui sont les principaux touchés, donc ceux qui consomment principalement le contenu des influenceurs. Ouais. Puis la chercheure principale, Christina Lowen, explique que cette hausse peut être comprise justement par la déstigmatisation liée aux problèmes de santé mentale. Donc, les jeunes, ils ont moins peur d'aller en parler, d'aller chercher de l'aide, puis quand il semble que ça dérape, ils vont consulter presque immédiatement. C'est pour ça qu'on voit plus de monde à l'urgence ou plus de monde qui sont hospitalisés pour leurs problèmes. Puis je sais pas pour vous, mais moi, je le remarque quand même dans mon entourage parce que mes amis, de plus en plus, parlent ouvertement de leur rendez-vous chez le psy, de leurs antidépresseurs. Ça, c'est vrai, ça. Tandis que la même conversation avec mes parents, ça a une résonance tout autre. C'est encore super tabou. Ben oui. Puis on sait qu'il y a 1 jeune sur 11 qui a un médicament prescrit pour une dépression ou un trouble anxieux. C'est quand même énorme. Ouais. Donc, je sais pas. Je pense que ça a le mérite d'être déstigmatisé. Puis jusqu'à dimanche cette semaine, c'est justement la Semaine nationale de la santé mentale. Donc, on va sûrement voir d'autres artistes, des influenceurs, des personnalités publiques nous parler pour l'espace d'un instant de l'importance de prendre soin de notre état psychologique puis de ne pas hésiter à en parler. Cela dit, même si j'ai salué au cours de cette chronique toutes les initiatives qui ont été prises, je pense que ces plaidoyers ne doivent pas s'inscrire seulement cette semaine. C'est un sujet qui mérite qu'on s'y attarde à chaque jour de l'année. Puis j'espère que ces publications-là ne feront pas l'objet d'un seul post, mais qu'on va en parler tout au long de l'année. Comme ça, on va peut-être arrêter de croire que les influenceurs s'ouvrent à nous seulement pour attirer notre sympathie et des likes. Ben merci, Jasmine. C'est une belle réflexion.
Parce que c'est vrai qu'on est dur envers les influenceurs. On est très dur, mais moi, Certains la première... s'aident pas, cela dit. C'est vrai. Certains s'aident pas, mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a du bon derrière ça et que... Il faut qu'il y en ait, sinon ça serait quand même décourageant. Tout à fait. Et je vais rebondir sur votre chronique parce qu'on en a parlé un petit peu ensemble cette semaine. Vous me parliez, vous vouliez que votre chronique parle d'instantanéité et vous donniez l'exemple que les mots, le vocabulaire aussi, comment... vous réfléchissiez. Est-ce qu'on va trop vite des fois pour inclure certains mots? Ça change 150 nouveaux mots justement voilà. cette année. Alors, je trouvais ça intéressant qu'on parle de ça. Le Larousse a donc annoncé 150 nouveaux mots à l'être inclus dans l'édition 2020. Là, je me suis dit que ce serait peut-être le fun de faire un petit quiz à la cantonade, comme ça, pour savoir si vous connaissez la signification de certains nouveaux mots. Bon, sur le plan social, il y a plusieurs mots qui font leur apparition, dont le spécisme et l'antispécisme. Ça, je suis sûr, Jasmine, que ça vous parle un peu, Oui, ça me parle. Ça parle à mon éco-anxiété aussi. Oui, voilà. Donc, le spécisme, qui est la considération que l'espèce à laquelle un animal appartient est un critère pertinent pour établir les droits qu'on doit lui accorder. Ce sont souvent les êtres humains qui réfléchissent à ça, le spécisme, alors que l'opossum est moins dans cette réflexion-là, ou l'écureuil, évidemment. L'antispécisme, c'est le contraire. C'est ceux qui considèrent que toutes les espèces sont un peu sur le plan moral ou éthique, sont sur le même pied. Souvent, les véganes sont antispécistes, entre autres. Survivialisme apparaît dans le Larousse, hein, on le sait, c'est cette maladie mentale dans le spectre de la paranoïa qui vous incite à acheter une terre à Radun, y construire un bunker, la remplir de canage et de carabines de calibre 12. Il y a un très bon témoignage de corde sensible avec un survivaliste. Allez, écoutez ça. On va écouter ça. Locavorisme. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Nouveau mot. Ça, c'est manger local. Manger local, en fait, manger la nourriture produite dans un rayon allant de 100 à 250 km. C'est un petit peu flou, là. Mais en gros, en fait, c'est le contraire de faire son épicerie chez Costco. Quand tu habites à Rochebeaucourt, tu as un sale problème. Oh là là, oui, ben ça, oui, c'est difficile d'être locavoriste à Rochebeaucourt. Doxocratie. Nouveau mot. Système politique où l'opinion publique occupe une place essentielle dans les prises de décision. La CAQ et le projet 21 est un bon exemple de doxocratie. Bigorexie. Marie-Ève Tremblay, ça ne fait pas... Non, c'est pas, ça n'a pas rapport à Joël Le Bigot. En fait, c'est l'addiction à l'activité physique qui concerne les personnes devenues dépendantes. En fait, ça concerne peut-être un jeune Joël Le Bigot. On n'aimera pas de nom. Le Larousse, 2 ans après le petit Robert, ajoute le terme « ubérisé ». Ubérisé, j'imagine que quelqu'un... Pardon? C'est mon préféré. C'est qui veut dire? C'est la manière de rendre un système capital désuet. Obsolète, en fait, c'est ça. Ouais, c'est ça. Qui veut dire rendre obsolète un modèle économique existant par l'utilisation des plateformes numériques. On aurait pu aussi accepter la définition suivante: éblouir les gouvernements avec une technologie numérique visant à pratiquer l'évitement fiscal. C'est un peu ça. 3 nouveaux québécismes sont introduits dans le Larousse. Nounoun. Divulgaché, nounoun. Un peu niais, nounuche. Poser des questions nounoun. Quelle nounoun cette actrice? Moi, je trouve ça... Non, mais c'est l'exemple qu'ils ont pris. Oui, évidemment, les féministes vont trouver que le Larousse est très genré, et ça tombe bien parce que le terme genré est également un nouveau mot du Larousse. Mais c'est vrai que c'est ordinaire comme exemple. On pouvait être plus intelligent. Tout à fait. En portiérage, nouveau québécisme dans le Larousse, donc action de percuter un cycliste en ouvrant sans précaution sa portière, et divulgaché. Pour l'environnement, il y a bioplastique qui est introduit, dédiésélisation. Donc, ensemble des actions visant à réduire la proportion de véhicules fonctionnant au diesel dans le parc automobile, ou action de congédier les dirigeants de Volkswagen. C'est un peu la même chose. OVM, le sigle OVM, organisme vivant modifié. Ça, c'est introduit dans le Larousse. C'est le passage de Richard Martineau du Voir au Journal de Montréal également, on peut dire ça. Et le dernier, digesta. Vous avez une idée qu'est-ce que le digesta? Ce serait un résidu de digestion? Non, ce n'est pas le dégobie de votre enfant qui souffre de la gastro, mais bien le résidu du processus de méthanisation. L'autre résidu, c'est le biogaz. Et là, ça me donne envie de vous lancer la balle, Godefroy Lorando, pour votre chronique. Vous allez un petit peu parler de ça. Je suis tellement content, Fred, de trouver une balle qui va parler d'hydrocarbures, parce que je trouvais qu'on était mal partis. Êtes-vous prêts à parler de science, tout le monde? Alors, j'ai des choses à vous raconter, et vraiment, ça va être... Ça va peut-être calmer les bébés, je pense que ça va tomber dans la rubrique très charmeuse. Là. On va parler d'hydrocarbures. Alors, avant d'avancer, parce qu'évidemment, là, je pars de ce qui est sorti dans les nouvelles cette semaine, vous en parliez un peu. On vit actuellement l'effondrement de ce qui vit sur Terre. Oui. Et un des éléments qui est nommé, il y en a plusieurs autres, mais c'est principalement les bouleversements climatiques. Et moi, je ne conteste pas cette façon de voir les choses. L'accumulation de gaz à effet de serre dans notre atmosphère engendre un réchauffement climatique. Et bon, à quelle vitesse ça va aller, ça reste à voir. Mais je pense que ça vaut la peine d'en parler. Je ne suis pas en train de contester cette réalité du tout.
Par contre, des hydrocarbures, qu'est-ce que c'est? Bien, ça inclut en fait tous les dérivés de ce qu'on peut appeler pétrole, gaz naturel, charbon, nommez-les toutes. Oui. Et la principale caractéristique, c'est que les hydrocarbures, le nom le dit, et c'est là que je vous disais que j'allais vous charmer là, avec mes mots séduisants, des atomes de carbone, tout simplement, attachés à des atomes d'hydrogène. Wow. Carbure. Oui. Et là, tout ce qui change d'un hydrocarbure à l'autre, c'est la proportion, est-ce qu'il y a plus de carbone ou moins de carbone. Et la merveille de ça, c'est que la liaison carbone-hydrogène a été faite par un organisme vivant il y a à peu près 300 millions d'années, et le produit carboné est tombé dans le fond des mers principalement, a été recouvert et resté là tranquillement pendant 300 millions d'années. Et là, pouf, on s'en sert et on va chercher l'énergie de la liaison entre le carbone et l'hydrogène pour faire de la chaleur. Wow. Et en partant de l'Australopithèque qui a fait brûler une bûche et qui s'est dit « Voyons donc, c'est bien chaud, c'est le fun, je vais arrêter de mourir de froid. Ouais. » C'est lui, ce qu'il a fait, en fait, c'est ça, c'est qu'il est allé briser Il ne savait pas, lui. Hein? Mais non. Il est allé briser un lien carbone avec un lien hydrogène pour faire de la boucane et il a libéré les premiers volutes de carbone, de dioxyde de carbone. Et en même temps, quand on fait, nous, brûler, par exemple, du mazout à Montréal dans nos grosses chaudières construites dans les années 70, eh bien, on chauffe notre triplex en brisant des liaisons carbone-hydrogène. Bref, toute cette énergie-là qui a été mise sur Terre par les plantes ou les organismes vivants. Ou le Seigneur. Peut-être, j'aimerais y croire, hein, un peu comme Legault. Mais donc, ce lien carbone-là nous permet d'aller chercher de l'énergie et de se chauffer. Et mon Dieu, c'est pas pour rien, c'est tellement plaisant de se chauffer que depuis qu'on a découvert la façon de se chauffer, ben qu'est-ce qu'on fait, Fred? On se chauffe de toutes les façons possibles. Et là, tu as Andrew Scheer, qui est notre truculent chef de l'opposition fédérale qui est venu faire... notre futur premier ministre. Il y a de la graine de premier ministre. En tout cas, il y a tout ce qu'il faut pour rassembler certaines parties de notre pays. Il est venu au Québec nous parler du fait que... Et moi, j'aime ça quand ça commence comme ça. Il a dit, les Québécois n'aiment pas la situation actuelle. Et donc, il nous apprend ce qu'on n'aime pas. Et saviez-vous ce que vous aimiez pas? Non! Moi, je vais vous le dire. Ce que vous aimiez pas, c'est le fait qu'en ce moment, dans les raffineries de Montréal et de Lévis, nos deux seules raffineries, en ce moment, on raffine toutes sortes de pétrole brut et non pas seulement du pétrole plein de fierté canadienne. Moi, là, on est bien tanné. Je ne passe plus sur la 40 à côté de ça parce que je suis en colère. Oui, on est en colère. Vous rappelez-vous, Fred, quand on a inversé le pipeline numéro 9B? Oui, ce matin-là, je m'en rappelle. Ça avait fait beaucoup de bruit parce qu'on avait peur qu'en l'inversant, ce vieux pipeline pourri éclate et donc se libère du pétrole brut dans nos belles flaques pleines de grenouilles, de rainettes, faux-grillons. Et en fait, ce qui est arrivé, c'est que ça a fonctionné. Et ça a tout simplement changé l'ordre des choses. Et si on voulait s'intéresser à qu'est-ce qui est effectivement raffiné dans nos raffineries à Montréal et à Québec, la réponse, c'est de moins en moins de pétrole brut provenant d'outre-mer. Et c'était pas vrai il y a 5-6 ans. Et maintenant, Andrew doit être quand même un peu plus content qu'à l'époque. Moins de pétrole algérien et plus de pétrole américain et évidemment albertain. Donc, première nouvelle. Deuxième nouvelle, est-ce qu'on pourrait contrôler ça puis décider que notre petite liaison carbone-hydrogène... On peut-tu avoir celle qu'on veut? On peut-tu avoir de la fierté canadienne entre les atomes? Hein? Se chauffer avec la fierté canadienne? Eh bien, on peut pas, pour la simple et bonne raison que ce sont des décisions économiques qui sont prises par les raffineurs et eux, ils sont à leur affaire, ils surveillent les cours du pétrole, les prix, lequel est le plus accessible, et c'est la seule raison. Ils surveillent leurs molécules de profit. Exactement, et ils font un bon boulot. Oui, ils font un bon boulot. Ils sont bons là-dedans. Et ils sont très bons là-dedans, puis on pourrait s'en inspirer. Mais bref, malgré qu'Andrew aurait bien voulu qu'on s'approvisionne davantage en pétrole canadien, on a très peu de pogne là-dessus. La seule pogne qu'on a vraiment en tant que citoyen, parce que je me suis amusé, moi, à regarder un peu le réseau de pipeline et son évolution au Canada. Vous avez des beaux loisirs. Ben, j'essaie de me culturer, Fred, et d'être de moins en moins niaiseux. Ça aurait pu être ça le nom si j'avais eu ma propre balado. Ça aurait été de moins en moins niaiseux. Mais la saga du pipeline Trans Mountain, l'ensemble des projets qui se butent à une contestation populaire de plus en plus importante, le grand tableau du pétrole aux États-Unis et en Amérique, c'est extrêmement compliqué. Et sur quoi est-ce qu'on a de l'impact? Je peux tout vous dire que c'est pas là-dessus. Sur la politique pétrolière canadienne, on n'a pas beaucoup d'impact. La seule chose qu'on peut contrôler un peu, c'est notre consommation de pétrole. Et je n'ai rien contre les profits. Pour vrai, Fred, je ne suis pas un anticapitaliste, pas du tout. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de concret pour limiter la demande au bout du robinet. Si on en a moins besoin, mais coudonc, il y en aura moins qui va se vendre. La bonne nouvelle, c'est que, par exemple, à Montréal, on a annoncé cette semaine la fin du mazout dans nos maisons, donc les grosses chaudières en métal qui font peur, qui pusent et qui sont efficaces à peu près à 60 %, donc c'est pas vraiment des bonnes machines. Et
je vous épargne les détails, mais le mazout devrait être banni de Montréal pour ce qui est du chauffage, tant du côté commercial industriel que du côté domestique. De nos domestiques, exactement. C'est une bonne nouvelle. Mais par contre, on nous dit que le gaz naturel, lui, va continuer à se promener dans nos beaux tuyaux et à alimenter nos chaudières nettement plus efficaces, ceci dit. Et même, on se sert du gaz naturel comme étant un gaz qui serait un gaz de transition. Et donc, c'est un gaz... En attendant une meilleure technologie. On ne sera pas capable, et ça, c'est évidemment vrai, on ne pourra pas passer de la dépendance qu'on a au pétrole actuel partout dans le monde à une liberté et s'appuyer uniquement sur la biomasse et le fumier qui fermente. Non. Ça ne fonctionnera pas. Et jamais? Ça ne fonctionne pas. Pas un saut d'un seul coup, évidemment. Et donc, on nous présente le gaz naturel comme une solution de transition. Ouais. Et évidemment, quand j'entends ça, j'ai toujours un peu le pu à l'oreille, comme vous disiez à l'époque. Je me dis, il me semble qu'on veut me vendre quelque chose. Oui. Et ça me ramène à un dossier qui est revenu dans les nouvelles cette semaine. Connaissez-vous le projet GNL Québec? Non. C'est un projet, en fait, de port qui va servir d'usine de liquéfaction de gaz naturel qui va nous arriver de l'Alberta et qui va s'arrêter... Un port maritime. Un port maritime en eau profonde au Saguenay, en fait, près de la baie. Ah. Et ce qui va arriver, c'est qu'on va accumuler du gaz naturel, le compacter, le rendre liquide et l'exporter ensuite en Europe. Et après, jusqu'où ça pourrait aller, je ne le sais pas. Mais ça a été vendu comme étant un projet de transition pour permettre aux pays européens qui, en ce moment, et surtout en Chine, le nombre... Est-ce que la Chine est rendue en Europe? Non, mais en fait, c'est qu'une fois qu'on est rendu là-bas, c'est très, très proche, la distance. Oui. Là, c'est le, très, village, très près. Le village global. Le village global, effectivement. Mais par contre, le village global, Fred, c'est vrai pour ce qui est des émissions de gaz à effet de serre. Oui. Et si on est capable de vendre un produit moins polluant que, par exemple, tout ce qui sert dans les usines de charbon... Oui. Parce qu'en ce moment, dans le monde, c'est ça le problème. La croissance de la demande énergétique est tellement importante que nos nouvelles énergies vertes sont absolument incapables de fournir et on compense dans la majorité des cas par des usines au charbon pour produire de l'électricité. Donc, le boom de voitures électrique en Inde ou en Chine est alimentée par une électricité qui, elle, est produite par des centrales au charbon. Et c'est souvent ça quand on dit que... Souvent, il y a des articles ou des rapports qui disent que la voiture électrique, elle est plus polluante que la voiture à essence et qui calculent la façon qu'elle est fabriquée et non pas les émissions que la voiture produit. Parce que quand elle est fabriquée, oui, mais aussi si elle roule dans un pays où l'électricité est fournie par du charbon, on a un sale problème. Le charbon est beaucoup plus souillant sur le plan des effets de serre que le gaz naturel. Le gaz naturel est moins inquiétant que le pétrole dans un pipeline. Parce que si jamais un pipeline de gaz naturel fend, ben, le gaz, plutôt que de se répandre dans nos mares aux grenouilles dont on parlait tantôt, il va simplement s'évaporer dans l'air et à être beaucoup moins dommageable. Le problème, et c'est là qu'on peut se mettre à contredire l'hypothèse comme quoi le gaz naturel serait un bon substitut au charbon, c'est que s'il y a des fuites de gaz naturel, ces fuites-là engendre des effets de serre qui sont 30 fois supérieurs au charbon ou en fait au CO2, tout simplement. Et donc, la grande affaire, c'est quand le projet GNL a essayé de vendre son produit, entre autres aux gens d'Abitibi, en leur disant, on va passer un beau pipeline dans votre région. Dans votre royaume. Vous allez triper parce qu'il n'y aura pas de dégâts de pétrole. Ça va être juste des petits pout-pout, ce ne sera pas grave. et quand ils ont dit que ça allait servir d'armes de rechange par rapport à l'utilisation du charbon ailleurs en Europe et que le bilan des gaz à effet de serre de cette usine-là serait positif, donc que ce gaz naturel-là servirait à baisser le bilan de la planète. Il y a des experts qui se sont levés et qui ont dit « c'est faux » parce que tout ce qui est produit de gaz naturel, principalement produit avec des gaz de schiste, dans la production même des gaz de schiste, il y a beaucoup de méthane, donc de gaz naturel, qui est libéré volontairement avant d'être exporté, avant d'être envoyé dans le tuyau. Et donc, des pertes, il suffit que les pertes atteignent 7 % dans les tuyaux pour que ça contrebalance et que ça déséquilibre l'économie de carbone qu'on ferait par rapport au charbon. Ceci dit, contre-vérification, donc c'est rare que je peux dire, j'ai l'impression d'être allé au bout d'un sujet, mais ça y est, je vais y arriver aujourd'hui. Il y a un journaliste du Soleil qui a fait du fact-checking, donc vérification faite. Il est allé chercher un encore plus grand expert, un expert en fuite de pipeline, et semblerait que le pétrole albertain qui va circuler dans ce pipeline-là, c'est un pétrole qui n'est pas un pétrole, pardon, un gaz naturel. Ce n'est pas un gaz pour lequel il y a beaucoup de fuites pendant sa production. Et on risque d'être bien en dessous du 7 %. Et donc, effectivement, ce gaz naturel-là qui va être produit en Alberta, transporté par tuyau jusqu'ici et effoiré pour le transformer en liquide pour l'envoyer en Europe par bateau,
effectivement, il aura un impact positif sur les gaz à effet de serre de la planète. Alors, serons-nous pognés, Fred, à être derrière un projet de gros Christy de porc dégueulasse qui va tuer des bélugas? Là, je suis vraiment rendu mélangé. Ben oui, mais Mais par contre, dégueulasse, cette chronique-là, Godefroy. Fred, je n'ai rien... Je suis extrêmement déçu. Écoutez, je vous avais dit que je ne serais pas un vendu, Fred. Vous l'avez acheté. Ceci dit, donc ce projet-là en particulier, on semble aller au bout de la question. Et oui, c'est un bilan positif. Maintenant, il y a plein d'autres questions qui seront vues. Mais est-ce que vous avez vu aujourd'hui, petite vague d'espoir en terminant, moins de voitures à Montréal pour la première fois depuis des années. Donc, il y a une baisse. Ouais. C'est pas une grosse baisse, mais elle est constante depuis 2011. Et la question, c'est est-ce que c'est une tendance? Est-ce que c'est le début de quelque chose? Je pense que oui. Et je vous ramène à mon idée initiale qui était est-ce qu'on est capable de baisser notre consommation d'hydrocarbures? Je pense que oui. Faisons tous notre part. Ben, bravo, Godefroy. Belle chronique. Moi, je fais ma part. Moi, j'ai une Vespa et je mets moins d'essence. Ah, ça, c'est bien, ça, Fred. Je mets... Normalement, pour la remplir, ça me coûte 7 $. Ouais. Je mets 75 sous. Ah, c'est bien, ça. Ben, je le fais 2-3 fois par jour. Voilà. Les gens applaudissent votre Vespa, Fred. Oui, elle est très jolie, elle est très mignonne. Et là, on va terminer avec... on va faire un peu de convergence. Québécois le fait bien. Ça leur profite. Il y a autour de la table quelqu'un qui s'est rajouté, Marie-Hélène Frenette-Assad. Bonjour, Marie-Hélène. Allô, Fred. Vous êtes, on va se vous voyer, bien que... Vous êtes un peu le leader à deux têtes de Transistor Média. Cette compagnie qui veut prendre le contrôle mondial de la balado, vous l'avez déjà dit. Exactement, à partir de Gatineau. À partir de Gatineau, qui héberge la balado de Fred Savard. Vous êtes les premiers qui avaient trouvé ce projet-là intéressant, qui m'avait donné le goût, en fait, de le concrétiser. Je dois le dire, c'est vraiment vrai. Et moi, j'avais entendu parler de Transistor Média qui était à l'avant-garde au Québec, entre autres, de la balado. Pour vrai, ne serait-ce que via Julien Morissette, entre autres, qui était mon premier contact. On s'est rencontrés par la suite. Et là, on s'est dit, on va faire un peu de convergence parce que là, vous sortez aujourd'hui même une balado. Oui, un projet qui s'appelle Le nom de ma mère et qui s'intéresse au nom de famille composé au Québec et à sa possible disparition. Ça, est-ce que... Bon, je vous ai nommé tantôt Marie-Hélène Frenette-Assad, donc c'est vraiment un projet personnel. On peut dire ça? Oui, c'est-à-dire que, comme dirait Robert Lepage, l'infiniment personnel est infiniment universel. Oui. Donc, je dirais que dans mon cas, c'est parti de quelque chose effectivement de très personnel. Je me suis rendu compte qu'aucune femme de mon entourage, que ce soit mes 6 cousines ou toutes mes amies, n'allait donner leur nom de famille à leurs enfants. Alors que moi, ma génération, plusieurs gens, on porte le nom de notre mère et de notre père. Et donc, quand j'ai commencé à faire de la recherche là-dessus, j'ai rapidement réalisé que ce moment-là, en 1981, où on a eu le droit de donner, en tant que femme, notre nom de famille à nos enfants, ça faisait partie d'une réforme qui était beaucoup plus importante que ça pour les femmes, pour les droits des femmes. Et évidemment, on était comme un petit peu en train de l'oublier, comme plein d'autres choses. Parce que ce mouvement-là, ce recul, si on peut dire, tout dépendant de l'angle où on se place, ne vient pas nécessairement... C'est pas les hommes qui décident de mettre une certaine... Là, je veux pas de vendre le punch de la balado, mais parce qu'il y a beaucoup de femmes. Moi, j'ai déjà lu des trucs dans certains magazines où même certaines femmes d'une certaine génération n'étaient pas d'accord avec ça, de donner leur nom à leurs enfants. Parce qu'il avait donné la vie, puis il considérait que l'homme avait aussi... C'était la seule façon que l'homme laisse un peu sa trace, c'est de donner son nom. Mais c'est sûr qu'il y a la possibilité d'élever l'enfant aussi, peut-être, pour laisser sa trace. Mais sinon, non. Moi, je fais juste dire ce que j'ai lu. Oui, c'est correct. Je n'étais pas à l'aise quand j'ai lu ça. Écoutez, une mère fera toujours preuve d'abnégation d'une façon que moi, qui ne suis pas mère, j'ai beaucoup de difficultés des fois à concevoir et à peut-être comprendre. Mais c'est générationnel. Il y a quelque chose dans ma génération qu'à travers ce balado-là, j'essaie de comprendre. En même temps, là, je réalise depuis quelques jours qu'il y a beaucoup de gens qui me répondent, beaucoup de gens qui me disent je veux faire rebaptiser mes enfants. Puis là, je suis comme, OK, non, mais c'est pas ça l'idée, là, gang. Mais moi, je m'intéressais au fait qu'on n'en parlait pas, en fait, qu'on parle pas de ce sujet-là. Et que, ma mère, qui ne s'est jamais dit féministe, m'a dit,
dans le balado que c'était inconcevable pour elle en 84 de ne pas me donner son nom de famille. Et donc, voilà, on se dit féministe plus que jamais, les filles de mon âge, j'ai 34 ans. Et cette partie-là, ben, c'est comme moins important. On a d'autres batailles, peut-être. On va aller justement en écouter un court extrait de votre balado. Je m'appelle Claire Frenette, je suis la mère de Marie-Hélène Frenette-Assad. C'est vraiment drôle. Ben, c'est drôle les pauses que tu prends parce que c'est long. Quand est-ce que tu as réalisé que c'était long? Ben, à la maternelle, tu savais pas comment écrire ton nom. Ouais. Alors l'institutrice m'avait dit, j'avais dit, ben voyons, ça me surprend. Elle m'avait dit, c'est l'enfant qui a le nom le plus long dans la classe. Ouais. Alors je m'étais dit, Donc, c'est un seul épisode? Non, c'est une série de 5 épisodes. 5 Fred. épisodes? Oui, parce qu'à partir d'aujourd'hui, donc tous les jeudis, pour 5 semaines, il y a un épisode qui sort à tous les jeudis jusqu'à 5 épisodes. Je ne sais pas si la vie va faire qu'on en fera plus, mais en tout cas, jusqu'à maintenant, on avait vraiment assez de stock pour faire facilement 5 épisodes. Donc, disponible sur toutes les plateformes? Toutes les plateformes, incluant le site de Transistor. Tout à fait. Partout où vous écoutez la balado de Fred Savard, vous pouvez écouter Le nom de ma mère. Oui. Ben, merci beaucoup, Marie-Hélène Frenette-Assad, de venir nous parler de ce projet. La convergence, c'est important. En fait, on va le dire. Nous, notre but avec tout ça, le monde de la balado, c'est de faire tomber les médias traditionnels. Hein, je pense qu'on peut dire ça. Puis on s'est donné, grosso modo... 3-4 ans. C'est bien parti. C'est raisonnable. Alors voilà, c'est conclu ce 11e épisode de la balado de Fred Savard. Merci à nos invités. Hélène Choquette, on va aller voir Le Page au Soleil. C'est encore en salle. On peut encore aller le voir en salle. Et éventuellement, ça sera sur d'autres plateformes, peut-être à la télé. À Radio-Canada, en format long métrage. Ah, mon Dieu, ça, c'est une bonne nouvelle. Marie-Ève Tremblay, qui est un petit peu plus loin, qui a laissé sa place. Oui, vous pouvez venir nous saluer. Merci d'être venu nous parler de Cœur Sensible. C'était le fun. Encore disponible sur Tout TV. Oui, tous les épisodes sont là. Tous les épisodes. Merci à nos chroniqueurs, Hélène Faradji, Godefroy Lorando, Jasmine Le Tendre. Merci à Jean-Nicolas Raymond qui m'a donné un coup de main pour la recherche, entre autres. Si vous voulez venir assister aux enregistrements, c'est à ma brasserie. C'est pas ma brasserie à moi, ça s'appelle Ma Brasserie. Vous réservez vos places sur le site evanbrite.ca. Tout le mois de mai, à tous les jeudis, on est là. On n'a pas de sortie au mois de mai. On en avait une, elle est faite. Et à la page Facebook de Balado, si vous voulez également nous écrire, nous suggérer des trucs, réagir, ça nous fait plaisir. Alors, merci de votre attention et on se voit, on s'écoute en fait, la semaine prochaine.